Bonsoir à toutes les personnes présentes qui ont accepté de témoigner, qui sont Aïcha Sadok, la cousine de Dalila Sadok, qui est au cœur du sujet de ce soir, et Paula, qui a beaucoup œuvré pour les soignants et qui habite à Grenoble. Alors, on a décidé de ne pas montrer nos visages parce que, comme je viens tout juste de le dire, en fait, nous ne sommes pas le cœur du sujet, mais c'est bien Dalila Sadok. Et en plus, Aïcha et Paula ne se sont jamais montrés sur les réseaux sociaux, et moi, les gens connaissent déjà mon visage, donc ils reconnaîtront ma voix. En tout cas, le sujet d'Alila est très sensible, car il y a quand même pas mal de personnes qui sont tombées sous son charme, j'ai envie de dire, mais surtout sans leur consentement, sous le charme de ses mensonges. Parce qu'on a quand même affaire à une histoire qui est complètement fausse, qui est digne d'un thriller psychologique qui pourrait largement concurrencer Hitchcock. Sauf qu'au milieu, on a deux enfants qui souffrent, non pas de tout ce que s'en va raconter Dalila sur des plateaux télé, j'ai envie de dire dissidents, en tout cas plateaux télé alternatifs, et aussi dans d'autres médias, ainsi que dans le film notamment de Pierre Barnarias, Les Survivantes, qui est toujours dans des salles en France, en Suisse, en Belgique et au Canada. Donc cet espace, il est principalement réservé aux preuves, des preuves qu'on m'a demandées depuis le 27 septembre dernier. Et on va montrer pas mal de choses. Ça va être des vidéos, des documents, des images, des rapports. Mais ce qui est complètement fou, c'est qu'on me demande à moi de sortir des preuves sur un dossier qui n'en contient quasiment pas. Et après, je ne reproche pas aux personnes de ne pas forcément avoir pris le temps, comme je l'ai fait, d'avoir été revoir ces anciennes interviews ou ces nouvelles interviews. Mais si déjà les personnes avaient été faire ce travail que j'ai fait et qui m'a pris un temps fou en dehors de mon travail, bien peut-être que déjà ça leur aurait permis de voir toutes les incohérences. Et même sans regarder ces anciennes interviews, il suffit d'écouter ce qu'elle dit aujourd'hui pour se rendre compte que c'est complètement hors réalité, que ça ne colle pas. Il n'y a même pas besoin d'aller voir ces anciennes interviews, bien que, comme je dis, je l'ai fait. Alors je ne les ai pas toutes regardées parce qu'il y en avait beaucoup trop, mais j'ai quand même pris le temps d'en regarder beaucoup, et notamment les deux parties qu'on avait fait ensemble, parce que c'était sa toute première interview à Dalila. Mais si les gens avaient pris le temps, voilà, ils auraient pu voir des choses. Après, c'est sûr qu'il y a des éléments que personne ne pouvait avoir, ou en tout cas très peu de personnes, comme j'ai pu me procurer certains documents, certains fichiers. Mais la toute première chose que j'ai quand même envie de dire, c'est qu'il faut quand même beaucoup d'humilité pour reconnaître s'être trompé, comme je le fais. Mais c'est surtout, moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur que ça détruise en fait tout ce que je fais depuis des années sur les réseaux sociaux contre le trafic humain et contre la pédocriminalité. Parce que, comme l'expliquait très bien le juge Édouard Durand, on a 2 à 4% d'allégations mensongères qui servent à la justice et notamment à l'ASE. Et derrière, on a 96% de vraies victimes qui ramassent, de par les mensonges de ces 2 à 4%. Et dans ces 2 à 4%, on a Dalila Sadok. Dalila Sadok qui traite tout le monde de pédos, de menteurs, d'infiltrés, de drogués, d'alcooliques, etc. Dès lors où simplement même on la questionne, il suffit qu'on la questionne sur son affaire, qu'on remette des choses en doute, ou même qu'on lui demande plus de précision, et on se fait insulter de tous les noms. Alors moi, forcément, le 27 septembre dernier, le fait d'avoir dit que c'était une menteuse, j'en ai pris pour mon grade. Et ce qui est assez fou, c'est qu'elle n'a pas osé diffuser tous les mensonges et la diffamation à mon égard. Elle l'a fait sur Telegram, là où il y a, comme par hasard, ses donateurs, ceux qui lui donnent de l'argent suite à ses larmoiements, j'ai envie de dire, sur le net. Mais voilà, elle n'a pas eu le cran de le sortir sur X. Et j'ai envie de dire que tous les mensonges qu'elle a proférés à mon égard, alors ça, c'est pas ce qui m'a le plus touchée, parce que les gens qui me connaissent savent que c'est faux. Moi, je sais que c'est faux, bien que ça reste embêtant, parce que les personnes qui ne me connaissent pas et qui n'ont que le son de cloche de Dalila, ils vont penser qu'elle dit vrai. Mais ce qui a été vraiment l'élément déclencheur, et j'en reparlerai plus tard, mais c'est quand elle a commencé déjà à vouloir me mettre en tête que mon père m'avait abusée étant enfant, ce que je sais être complètement faux. Mais c'est surtout quand j'ai appris qu'elle allait dire à pas mal de personnes, et ça m'est revenu aux oreilles, qu'elle allait dire que mon père était un violeur. Donc il m'aurait violée quand j'étais petite. Sachant que mon père, il l'a quand même, elle l'a rencontré 2 fois. Elle l'a été une fois chez lui, il l'a reçu chez lui. Et elle avait même échangé avec lui sur son histoire. Lui, d'ailleurs, il la croyait.
et que j'ai appris récemment qu'en fait, il la croyait, mais il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair chez elle. Et la seconde fois où il l'a vue, c'est le soir où le film est sorti, le film Les Survivantes. Et on a dîné ensemble, et il y avait pas mal de monde, et donc il y avait mon père aussi. Et donc Dalila l'a rencontré quand même 2 fois, il s'est très bien comporté avec elle. Après, c'est quelqu'un qui parle très peu, mon père, il est comme ça, il est très taciturne, mais ça ne fait pas de lui un violeur. Et certainement pas de ses enfants. On est quand même plusieurs enfants, et il n'a jamais touché l'un d'entre nous, hein. Je tiens quand même à le signaler pour tous ceux qui croient encore ces mensonges. Et donc, comme je disais, elle traite tout le monde de pédo, de menteur. Enfin, moi, j'ai eu droit, voilà, infiltré. Mais ce qui est fou, c'est que c'est l'effet miroir. Toutes les gens qu'elle insulte de telle ou telle chose, en fait, quand on connaît le passé de Dalila et même son présent, hein, ce qu'elle vit actuellement, en fait, tout ce qu'elle reproche aux autres, c'est ce qu'elle est elle, finalement. Mais j'en reparlerai plus tard. En tout cas, ces 2 à 4% d'allégations mensongères, eh bien, c'est un vrai coup porté aux victimes, les réelles victimes de viols, de maltraitance aussi, hormis les viols, hein, il peut y avoir des maltraitances physiques. Et ça discrédite la parole de toutes ces vraies victimes. Alors d'ailleurs, quand Dalila dit que je ne crois pas ses enfants, puisqu'elle instrumentalise toujours ses enfants en disant mais vous ne croyez pas mes enfants. Non, non, Dalila, ce ne sont pas les enfants qu'on ne croit pas. Au contraire, j'ai envie de dire que moi, les enfants, je les crois. C'est les mensonges de leur mère que je ne crois pas. Et je vais commencer par ça d'ailleurs aussi. Ces enfants, comme je l'ai dit, je me suis assurée qu'ils allaient bien. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce qu'ils sont mineurs et que je tiens quand même à protéger justement ces enfants. Je perds mes mots d'ailleurs quand je parle de ces enfants parce que je me sens coupable d'avoir contribué à toute cette folie. J'ai été quand même la première à l'interviewer, la première à relayer le film Les Survivantes en pensant véritablement qu'elle disait la vérité et que ses enfants étaient en danger. Sauf qu'en fait, ils sont en danger surtout par rapport à tout ce que s'en va raconter leur mère et que moi, j'ai pris un engagement par rapport à ces enfants et c'est pour ça que je fais cet enregistrement ce soir et que je respecterai ma parole. Là, je vais laisser tout ce que j'ai publié sur Dalila, y compris ces 2 parties d'interview qu'on avait faites ensemble. Je vais les laisser parce que ça reste des preuves justement de ces mensonges, mais d'ici peu de temps, je vais tout supprimer. Parce que c'est un engagement que j'ai pris par rapport à ces enfants et vraiment, je vais le tenir. Donc, je supprimerai tout. Une fois que les gens auront, peut-être ceux qui veulent aller vérifier, auront été vérifiés tout ce qu'on va dire ce soir. Voilà, j'ai pris l'engagement de tout retirer et je le ferai. Et il y a quelque chose aussi que j'ai envie de dire aux personnes qui disent oui, mais pourquoi l'ex-compagnon de Dalila n'a pas porté plainte en diffamation, ça montre bien qu'elle dit la vérité. Alors j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous en savez en fait qu'il n'a pas porté plainte? Et je vais le dire ce soir, il a porté plainte en diffamation à plusieurs reprises contre Dalila. Et il y a eu des jugements déjà de rendus, il y en a d'autres qui sont en attente, et notamment par rapport à une pension alimentaire qu'elle ne paye pas pour ses enfants. Donc tous ceux qui disent qu'il n'a jamais porté plainte, eh bien désolé, je vais commencer par ça, si, il a porté plainte. Donc je reviens sur le tir de voiture, le fameux tir alors sur une voiture dans laquelle elle se trouvait et qu'elle a posté au mois de septembre dernier. Je comptais pas forcément parler de Dalila à ce moment-là. En fait, je travaillais, entre guillemets, sur son dossier depuis un moment. Elle le savait. Elle savait que je n'allais pas tarder à tout sortir. Et c'est là où elle a fait ce tweet qui est complètement hallucinant, là qu'on peut montrer à l'écran. Un tweet dans lequel elle dit qu'on a encore une fois tenté de l'assassiner. Et ce tweet, je le trouve mais complètement fou. Parce qu'en fait, on vient de lui tirer dessus, mais la première chose à laquelle pense Dalila, c'est faire un tweet sur Internet. Avec une photo, je vais y revenir juste après, je termine juste là-dessus. Mais voilà, on vient de lui tirer dessus, elle fait un tweet, et en plus, dans son tweet, elle met des petits cœurs partout, qu'on a encore tenté de l'assassiner, mais que les gens n'y arrivent pas. Enfin bon, ça c'est pareil, j'ai envie de dire aux personnes, enfin, Dalila, c'est Néo dans Matrix. Alors, il y a tout un réseau, un énorme réseau qui essaye de la buter, pas d'autres mots, mais personne n'y arrive. C'est quand même fou ça, tout le monde essaye de la tuer, mais il n'y a personne qui arrive à la... Dalila, elle arrive à passer toujours au travers des gouttes. Rien que ça, je me suis dit, enfin, moi, même si je n'avais pas eu de doute encore à l'époque, je pense que là, j'en aurais plus aucun en voyant ce post. Hein. Et sachant que la photo, je l'ai faite analyser par plusieurs personnes qui s'y connaissent en tir de balle, il ne s'agit en rien d'un tir de balle. C'est soit un coup de marteau, soit une pierre. Mais rien à voir avec le tir d'une balle d'un fusil ou d'un pistolet ou autre.
Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, les gens vont comprendre. Et non, il y en a encore qui sont tombés dans le panneau. Et donc là, je n'ai pas pu m'empêcher de répondre à ce message parce que là, je me suis dit, ça part trop loin. Elle sait que comme par hasard, je veux faire quelque chose contre elle. Et là, elle s'en va publier ça qui n'a aucun sens, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de le faire. Et puis là, je voyais qu'elle prenait de plus en plus d'ampleur, que ces mensonges, du coup, prennent de plus en plus d'ampleur. Et je ne pouvais pas laisser ça en l'état. Et sachant, comme j'ai dit juste auparavant, je me sens vraiment coupable parce que j'ai fortement contribué à la diffusion de ces mensonges, mais sans le savoir. Alors, je vais commencer aussi par raconter notre rencontre avec Dalila, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes d'ailleurs qui m'ont demandé comment je l'avais connue. Suite à ce tweet, ils me demandaient, mais comment tu as connu cette femme? Donc là, on va mettre le commentaire de Dalila. Comment Dalila, selon elle, après mon tweet, a été dire qu'on s'était connus. Donc elle met pour info, Claire est connue depuis qu'elle parle de mon histoire. Alors, c'est bien connu, hein, c'est Dalila qui m'a fait connaître sur les réseaux sociaux. Je pense que là, j'ai même pas besoin de m'arrêter sur ce point, parce que tellement c'est ridicule. Elle m'a approchée quand elle a su que j'étais dans le film de Pierre Barnerias en se rendant chez moi en infiltrant un copain. C'est moi qui l'ai mise en contact avec les survivantes. PS, ces interviews sont invisibles. Donc pour toute personne normale, j'ai envie de dire déjà, il y a une grosse incohérence entre mes interviews sont invisibles, mais je me suis servi d'elle pour me faire connaître. Alors je tiens quand même à rappeler et à remercier la personne pour le coup qui, là je parle de X, qui a mis un petit peu mon compte en avant, c'était le compte Zoé Sagan. À savoir que je ne suis pas née au mois d'août 2023, parce que beaucoup croient que, entre guillemets, je suis née sur les réseaux sociaux en août 2023. Il faut savoir que j'étais ailleurs que sur X. Avant, j'étais sur Instagram, sur Facebook, sur VK aussi beaucoup. Et j'avais quand même déjà pas mal de personnes qui regardaient ce que je faisais. Donc, je n'avais pas besoin de Dalila Sadok. Donc, pour revenir sur la façon dont on s'est connues toutes les deux, c'est en fait un ami qui s'appelle Maxime qui nous a présenté. Maxime S, je ne vais pas donner son nom de famille, mais je vais donner la première lettre de son nom de famille. Il s'appelle Maxime S. Et lui, justement, était venu me contacter sur VK suite à une interview que j'avais faite il y a des années avec Richard Boutry. Et je parlais de mon histoire personnelle dedans. Je parlais de mon histoire avec mon ex-compagnon. Et il m'avait contacté, il m'avait proposé d'échanger ensemble. Et puis de là, on avait commencé à sympathiser. Mais ça, c'était, je crois que c'était en 2021. Et bien plus tard, il me parle d'une certaine Dalila en me disant que ça peut m'intéresser, son histoire, parce qu'elle a ses enfants qui sont dans un réseau pédocriminel. Et il me dit qu'elle est aussi en contact avec Martine Bouillon. Mais ça a pris quand même pas mal de temps avant que je contacte Dalila, parce que j'avais déjà un peu de temps à l'époque. Et donc, un jour, je la contacte. Et puis là, on commence à parler. Et plus tard, on s'est retrouvés avec deux amis, une amie médecin notamment. Pourquoi je précise sa profession? C'est parce que je parlerai d'elle plus tard dans l'affaire Dalila. Mais on part en Moselle, là où elle se trouvait, et où se trouvait aussi Maxime. Et on les rencontre. Et c'est vrai que Dalila, je l'ai trouvée très sympathique, comme c'était le cas au téléphone. Bien qu'il y a quelque chose quand même qui m'a surprise. Je la trouvais très pétillante, elle rigolait beaucoup, elle blaguait énormément. Et je me disais quand même, pour une mère qui a ses enfants dans les réseaux... Après, je me suis dit, ça force quelque part l'admiration. Je me suis dit peut-être que moi, dans son cas, je n'aurais pas eu cette force de caractère. Et je me suis dit, c'est vraiment admirable. Et donc, du coup, de là, on a continué à garder le contact jusqu'au moment où je lui ai dit, écoute, elle me dit, oui, je suis invisibilisée complètement, personne ne veut m'interviewer. Il n'y a que Barnerias. Et là, donc, elle me parle du film de Barnerias qui était en cours de projet. Et qu'elle allait passer dans ce film. Et je lui dis, écoute, si tu veux, moi, c'est pas forcément ma spécialité, mais on peut faire une interview toutes les deux. Et puis écoute, je l'enverrai sur les réseaux sociaux, puis on verra bien la force des réseaux sociaux. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et donc de là, je fais une première partie avec elle en août, non pas en août, ça devait peut-être être en juillet 2023. Et la seconde partie, on l'a faite à la fin de l'été 2023. Donc cette interview avec elle s'était faite en deux parties. On a gardé contact et à chaque fois, c'est vrai qu'elle me demandait beaucoup de partager des choses sur elle. Et moi, je lui disais, écoute, j'ai pas le temps de regarder ce que tu m'envoies, j'ai pas le temps de regarder tes interviews
parce que j'ai pas mal d'autres affaires que j'essaye de regarder, d'autres victimes, d'autres parents avec qui je suis en contact. Et à chaque fois, elle me disait, mais c'est pas grave, tu regardes pas, tu publies. Je dis, bah moi je regarde pas je publie pas quelque chose que je n'ai pas regardé. Donc c'est vrai que je regardais pas trop toutes les prochaines interviews qu'elle avait faites avec Borowski. Il y en a eu une au mois d'octobre 2023 aussi. Puis après, il y en a eu plein d'autres que je n'avais pas pris le temps de regarder, sauf avant justement de faire cet enregistrement. Et donc, elle me demandait tout le temps de publier des choses. Et c'est vrai que parfois, ça m'agaçait un peu parce que je me disais, mais il n'y a pas qu'elle en fait. Là où j'ai vraiment commencé à me poser des questions, c'est quand elle est venue 10 jours chez moi. Et ça, c'est récent parce que c'était au moment de la sortie du film. Quand vous recevez quelqu'un pendant 10 jours et que vous passez 10 jours de votre temps avec cette personne, on ne peut que voir le vrai visage de cette personne. Et c'est ce qui s'est passé avec Dalila. Du coup, j'ai vu qui elle était vraiment. Et j'ai commencé à me poser pas mal de questions. Parce que déjà, elles sont arrivées avec Maria, le soir de la sortie du film qu'on est allé voir ensemble. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu ce dîner où il y avait mon père. Donc là, tout se passe bien. Et puis, même quand Maria était là, ça se passait plutôt bien. Même si, c'est vrai que je remarquais que Dalila, elle passait beaucoup de temps au lit. Et elle se levait au final que pour manger et pour rester un peu avec nous. Mais voilà, on parlait que de pédo, que de son histoire. Elle revenait beaucoup sur son histoire avec ses enfants. Et après, Maria donc est rentrée chez elle. Et là, je me suis retrouvée toute seule avec elle. Et donc, le film venait de sortir. Et là, elle s'est mise à regarder des vidéos du matin au soir. Des vidéos liées au film du matin au soir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même des personnes qui je ne connaissais pas du tout, qui avaient 3 vues sur Internet. Je critique pas le fait qu'ils aient 3 vues, mais voilà, elle allait chercher tout ce qui parlait du film. Et je commençais à remarquer qu'en fait, elle me parlait beaucoup d'elle. Oui, regarde ce que les gens... oh, t'as vu ce qu'ils ont dit sur moi? Oh, t'as vu? Oh là là, oh, le film, il est bien accueilli. Oh, regarde ce qu'ils ont dit. C'est touchant. Et puis, je voyais que voilà, elle s'intéressait beaucoup à ce que les gens pensaient d'elle. Et je me disais, quid de ses enfants, en fait. Même si elle en parlait. Ses enfants, c'est simple. À chaque fois que je lui disais, bon, Dalila, s'il te plaît, là, je suis en train de faire autre chose, je regarde d'autres choses. Et soit j'étais sinon... j'étais en train de cuisiner, j'avais d'autres choses à faire. Et elle venait, en plus, elle se trimballait, mais partout, dans toutes les pièces, avec le son à fond. Et à un moment donné, je lui dis, mais... Enfin, tu veux pas mettre des écouteurs? Moi, j'en peux plus, en fait, là. Et elle me dit, oui, tu sais que t'en as rien à faire de mes enfants. Mes enfants, ils sont toujours dans les réseaux. Donc, en fait, voilà, ces enfants, c'était systématiquement, quand elle voyait que ça commençait un petit peu à m'agacer parce que j'avais autre chose aussi à faire. Et donc, elle remettait toujours ses enfants. Elle commençait à pleurer, à me dire que j'étais pas sympa. Je lui dis, ouais, mais là, c'est du matin au soir, en fait. J'en peux plus. Y a pas que toi. Je fais d'autres personnes. Il y a d'autres sujets, en fait. Je lui dis, certes, c'est triste pour tes enfants. Je fais ce que je peux. Et là, je lui parle d'un space qui peut être organisé où on va parler aussi de son affaire avec d'autres victimes, d'autres parents désenfantés. Et un soir, je vais lui dire bonne nuit dans sa chambre. Et là, à 1h du matin, elle me dit c'est bon, tout est organisé. Demain, on fait le space spécial les survivants. Pierre Barnayas sera là. Et là, je lui dis attends, Dalila, la veille au soir, là, enfin la veille pour le lendemain, pas la veille au soir, mais la veille pour le lendemain, tu me dis que je dois annuler tous les parents désenfantés, toutes les victimes qui devaient témoigner pour faire un space spécial des survivantes. Je dis mais c'est pas du tout ce qui était prévu. Et là, elle me dit oui, mais le film, il est censuré, tu te rends pas compte, mes enfants, voilà, encore une fois, ses enfants. Et elle me dit le film, il est censuré, donc il faut absolument qu'on fasse ce space. Je lui dis ouais, enfin là, t'es un petit peu en train de me l'imposer quand même. C'est pas ce qui était prévu, sachant que le space de base, c'était le compte Zoé Sagan qui voulait l'organiser sur son canal. Et on devait faire plusieurs affaires, quoi, pas que l'affaire Dalila, pas que le film Les Survivantes. Et donc le space se passe, déjà elle me dit qu'elle n'arrive pas à se connecter, elle me montre, alors c'est vrai que je sais pas trop ce qu'il en était réellement parce qu'elle me montrait très rapidement, puis elle me dit regarde j'arrive pas à me connecter, et de là en fait dans le space c'est vrai qu'elle monopolisait déjà, je trouvais beaucoup la parole, et c'est quand il y a eu Chantal Frey et Anneke Luka qui ont parlé de leurs histoires, déjà elles ont presque pas pu parler, enfin surtout Chantal avait un gros problème de connexion donc elle ne pouvait pas s'exprimer. Et elle a demandé à ce qu'on puisse quand même parler de son témoignage en livre. Et c'est ce que j'ai fait avec
voilà, il y avait, je crois, voilà, c'était Augustin Desrouget hein, qui m'aidait à le faire à ce moment-là. Et donc, on parle du livre de Chantal, on parle aussi de celui d'Anneke, et puis là, il y a Dalila qui coupe le son et qui me dit « Oh, c'est bon, là, elles font chier là avec leurs livres, mes enfants, elles, c'est du passé, moi, mes enfants, ils sont toujours dans les réseaux pédocriminels, on s'en fout de leurs livres, elles sont là pour vendre des bouquins, alors que... » Et là, je me suis dit, c'est bizarre quand même, parce que ces deux personnes qui témoignent, en tout cas, ce qu'elles racontent, c'est ce que vivent, d'après Dalila, ses enfants. Alors, pourquoi ces enfants, entre guillemets, auraient quand même plus d'importance que d'autres victimes de ces actes? J'ai trouvé ça assez étonnant et j'ai trouvé que c'était un manque de respect pour les autres personnes qui étaient dans le film avec elle. Donc, voilà ce qu'il en est de ce space, en sachant aussi que quand je lui avais parlé de mon histoire personnelle, elle m'avait dit, oui, bah toi, c'est bon, c'est du passé aussi. Voilà, j'ai eu droit à la même chose. Mon histoire, j'avais pas le droit d'en parler parce que... Sachant que là, je fais un petit aparté par rapport à ça, mais dans mon histoire, mon ex-compagnon, que je décris comme étant très manipulateur, menteur, en fait, j'ai eu sa version féminine qui s'appelle Dalila Sadok, en fait, sur ma route, quelques années plus tard. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'avais exactement le même type de personne en face de moi. Et pareil, quand je parlais, il suffisait que je parle, même dans le space, hein, j'ai parlé à quoi 2 minutes de mon histoire avec le témoignage que j'avais fait à l'écrit. Eh bien, elle a soupiré à côté. Elle a soupiré un grand coup et je me suis dit, ok, donc en fait, elle ne supporte pas qu'on parle d'autre chose que d'elle. Et ça, déjà, je l'avais quand même bien remarqué, plus tous les jours, elle est en train de regarder tout ce qui était dit sur le film Les Survivantes. Et puis quand je parlais de d'autres sujets, d'autres personnes, d'autres parents des enfants avec qui j'étais en contact, c'était « Oh, m'en parle pas, j'ai envie de vomir, me parle pas de ça, oh, je me sens pas bien, je préfère pas en entendre parler. » Donc en fait, voilà, Dalila ne voulait jamais entendre parler des autres histoires à part la sienne. Et elle faisait d'ailleurs pareil à Maria Machado. Maria Machado qui me permet de parler en son nom ce soir, donc je vais le faire à plusieurs reprises. Mais Maria, c'était pareil, quand elle lui parlait de son histoire, elle voulait pas en entendre parler parce que soi-disant, ça lui faisait trop mal au cœur, à Dalila. Donc voilà, pour Dalila avec ce séjour chez moi. Et puis sur la fin, je commençais à en avoir un peu marre parce que voilà, comme je disais, elle passait ses journées au lit ou elle se levait que pour manger ou pour me parler voilà de son affaire. Et puis moi, j'étais sur le point là de recommencer un nouveau travail à ce moment-là. Donc je lui ai dit, écoute, toi de toute façon tu m'as dit Dalila que tu devais retourner travailler et moi tu sais que pareil là je vais commencer un nouveau travail, ça va être compliqué pour moi que tu restes, sachant que là j'aimerais passer quelques jours toute seule avant de recommencer un nouveau travail. Et donc elle me dit pas de problème, elle repart et en fait j'ai appris plus tard qu'elle avait été dire que je l'avais mise à la porte de chez moi. Faut savoir, je croyais qu'elle allait retravailler donc ça ne collait pas encore une fois. Et plus tard, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à ce qu'elle disait chez d'autres personnes, parce que j'entendais cette histoire avec la pyramide du Louvre, avec Macron, j'entendais l'histoire de la MST chez Borowski, Mike Borowski, et là je lui dis un jour, là on était au mois de juin, et je l'ai au téléphone et je lui dis, écoute Dalila, quand même c'est assez surprenant que tu n'aies pas compris enfin je sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe quand même. Une MST c'est une maladie sexuellement transmissible, sur ta fille quand même elle avait 2 ans, donc il y a un truc qui m'échappe. Normalement elle a fait une prise de sang, tu dois forcément avoir un rapport médical, tu dois savoir c'est quoi la MST sur ta fille. Comment ça se fait que tu dises que tu ne saches pas de quelle MST il s'agisse? Et donc je commençais à poser quelques questions comme ça, à revenir sur sa fille à l'âge de 3 mois, qui aurait eu des saignements après que l'ex-compagnon l'ait baigné à la salle de bain, lui ait fait prendre son bain. Et je lui dis, écoute, il y a quand même des choses qui m'échappent, que tu n'aies pas réussi à réaliser quand même ce qui se passait. En sachant qu'à l'époque, j'avais pas mal d'amis qui me disaient, fais attention, enfin, eux ne la croyaient pas. Hein. Là, je parle d'amis en dehors des réseaux sociaux. Beaucoup se rendaient compte qu'elle me demandait énormément de services, tout le temps de repartager des choses sur elle. Et elle me disait, d'ailleurs elle m'utilisait aussi beaucoup, hein. De toute façon cette amitié que j'ai cru que j'avais avec elle était à sens unique. En réalité, Dalila n'était là que par intérêt parce que justement elle voyait que, d'ailleurs elle me disait, oh t'as beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux, puis Zoé Sagan relaye parfois ce que tu lui demandes, faut que tu lui demandes de relayer les choses sur moi. Et mes amis me disaient, enfin elle t'utilise quand même pas mal. Et puis elle s'est quand même bien immiscée dans ta vie, trouvait qu'elle me prenait beaucoup de temps.
Et c'est pour ça que je commençais vraiment à me questionner, à voir qu'il y avait des choses incohérentes avec ce qu'elle me disait, comme toutes ces histoires de personnes qui voulaient, comme je l'ai dit au tout début tout à l'heure, l'assassiner. Je trouvais ça quand même assez étonnant qu'il n'y en ait aucun qui parvienne à ses fins quand même. Et c'est surtout que là, elle me dit, au moment où je lui pose donc ces questions-là, oui, mais non, mais tu te rends pas compte, j'étais pas bien. Et puis bon, bah, là, je dois te laisser, j'ai un appel ou je sais plus s'il y avait pas quelqu'un qui l'appelait. Enfin bref, elle devait me rappeler, elle m'a jamais rappelé d'ailleurs. Et elle devait me tenir au courant par rapport à cette histoire d'MST. Et dans le même temps, en fait, il s'est avéré que, bah, vu l'ampleur de ces mensonges, vu l'ampleur en tout cas que ces mensonges avaient pris, ça avait posé quelques problèmes avec des personnes, parce que je me suis rendu compte aussi qu'elle montait beaucoup les gens les uns contre les autres. Et il y a une personne vraiment où c'était parti très très loin. Et de là, en fait, bah, je me suis rendu compte que Dalila n'était pas honnête non plus de ce côté-là. Et cette affaire avait quand même pris pas mal d'ampleur. Ça m'a amené à déposer des plaintes. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, Dalila, il y a vraiment, il va vraiment falloir que je me penche sur son dossier, sur son histoire, sur ce qu'elle raconte, parce que je commence à me rendre compte qu'il y a rien qui va. Et puis, elle s'énervait très vite quand on la contredisait, ou comme je disais tout à l'heure, simplement quand on la questionnait. Moi, je trouvais ça assez étonnant. Et j'en avais surtout marre de partager en fait tout ce qu'elle me demandait tout le temps. Et c'était de plus en plus, hein, c'était tous les jours. Alors soi-disant que je suis connue, entre guillemets, j'aime pas moi ce terme connu, depuis que je parle de son histoire, mais elle avait quand même besoin de moi pour relayer sans cesse tous ses posts. Hein. Et en plus, quand elle me parlait de Zoé Sagan, moi je lui disais tout le temps, mais attends, il a autre chose à faire, quoi. Il a tellement de sujets à traiter, il est en contact avec tellement de gens. Je peux lui demander de faire un post éventuellement sur les survivantes, mais je ne vais pas, je sais ce que c'est, moi on me sollicite aussi beaucoup, et je sais ce que c'est que d'être sollicité par tout le monde, et que les gens veulent tout le temps, entre guillemets, nous utiliser, quoi. Donc j'en avais marre de ça. Et puis il y a aussi le fait que j'avais remarqué quand elle était chez moi, ça j'ai oublié d'en parler, j'avais remarqué aussi qu'elle pleurait sur commande. Et je m'en voulais, hein, sur le moment, je me disais non, tu peux pas dire ça. Je me disais, quand je voyais qu'elle disait des choses qui ne collait pas non plus, je remettais ça sur le fait que bah, elle était probablement désorientée, elle était sous le choc. Mais quand il y a eu Jackie Cassou, notamment un soir, qui l'avait aussi interviewée, qui est venue dîner, on était toutes les trois, j'ai vu comment elle était et je me suis dit, de par mon expérience avec mon ex-compagnon, je commence à connaître quand les gens simulent des émotions. Et je me suis dit, ces émotions, elles sont pas naturelles, elles sont pas... Il y a un truc qui va pas. Donc là, encore une fois, il y avait ça aussi qui m'interpellait. Et ce qui a été aussi très marquant, c'est quand elle parlait tout le temps d'un lieu de vie qu'elle voulait faire pour les victimes, pour les enfants qui avaient été maltraités, et notamment aussi victimes de viol. Et je l'avais présenté à un ami qui s'appelle Pascal, et que je salue parce que je sais qu'il verra cet enregistrement. Et cet ami, il faut savoir qu'il a sa fille qui est dans le coma depuis décembre 2023. Donc il a vraiment d'autres chats à fouetter, mais il a pris le temps. Je l'avais présenté à Dalila quand elle est venue les 10 jours chez moi. Et donc il avait aussi une autre personne que Dalila a rencontrée qui pouvait l'aider à mettre en place son lieu de vie, notamment financièrement. Et lui, il a fait tout ce qu'il fallait de son côté, tout ce qui était administratif, papier, il avait tout préparé. Et il était bloqué parce qu'après, il avait besoin que Dalila lui envoie certaines choses et s'investisse un petit peu plus, chose qu'elle n'a jamais faite. Et ça, je l'avais constaté à plusieurs reprises, dès qu'il s'agissait du soi-disant lieu de vie qu'elle voulait faire pour les enfants. Au final, quand ça devenait concret, Dalila disparaissait des radars, soi-disant trop occupée à courir les avant-premières du film de Barnerias. Bon, j'y reviendrai plus tard. Mais voilà, moi les deux choses vraiment qui ont été marquantes, et quand j'ai commencé à regarder un peu ce qu'elle disait, pourtant j'ai relayé à l'époque l'histoire de la pyramide, parce que par chance pour elle, en fait, j'étais tellement sur plein de sujets, entre le travail en plus que je fais aussi à côté, et tout ce qu'elle me demandait depuis des mois, tout le temps et l'énergie qu'elle me prenait. En fait, j'oubliais un peu ce qu'elle avait dit avec moi au tout début, même s'il y avait des choses qui restaient dans mon esprit. Et c'est vraiment en revisionnant les vidéos et l'interview qu'on avait faite ensemble que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un précipice entre ce qu'elle dit aujourd'hui et ce qu'elle disait avec moi à l'époque. Donc là, la première chose que je vais montrer, qu'on va montrer ce soir, c'est justement une vidéo dans laquelle elle parle de la pyramide du Louvre avec Macron qui aurait fait des rituels pédosatanistes, selon les dires de Dalila, sous la pyramide du Louvre, au moment où il y avait eu les 30 ans avec Jack Lang et Epstein qui étaient présents.
Et j'ai repris, en fait, suite à ce qu'elle disait chez Borowski, avec moi en interview, presque 1 an plus tôt, en tout cas 9 mois plus tôt. Et j'ai repris ensuite ce qu'elle disait chez Nicolas Bouvier cet été, encore une fois avec la pyramide du Louvre, où elle affirme que son fils lui parle de la pyramide du Louvre. Et ensuite, ce qu'elle dit encore avec moi en interview. Donc je laisse la vidéo, ce sera plus simple de la visionner directement et je reviens dessus après. Ils ont osé me parler de lieux très très connus avec... Voilà, je peux vous le dire, hein, si vous voulez. Hein. Allez-y. Mon fils, il a fait un dessin que j'ai déjà partagé, où il dessine la pyramide du Louvre. Et il met une flèche sous la pyramide du Louvre. Il me dit que sous cette pyramide, il y a une autre pyramide à l'envers. Il n'y a jamais été, hein, officiellement. Donc j'ai dit, en effet, oui, il y a bien une autre pyramide. Il me dit, bah voilà, là, tu vois, il y a des morts. Et il a écrit mort. Il m'avait demandé de lui écrire mort à un autre endroit. Il a recopié. Et je lui dis, mais attends, il me dit, oui, là-dessous, il y a des sous-sols. Et moi, j'ai vu Emmanuel Macron. Je lui dis, pardon, Emmanuel Macron, mais c'est qui Emmanuel Macron? D'où tu connais Emmanuel Macron? Il me dit, bah, c'est le président de la République, maman. Donc voilà, et il m'a dit que là, il y avait des morts, il y avait des rituels. Donc, vous voyez que ça n'a pas trop changé. Hein. On parlait de Mitterrand. Une pyramide, moi j'en connais pas beaucoup, d'accord. Et comme mon fils n'a voyagé qu'en Angleterre, jusqu'à ce moment-là, il n'avait été que à l'étranger en Angleterre avec moi. Le seul endroit où il aurait pu voir une pyramide, voilà, je te dis. La pyramide du Louvre, c'est la seule, moi, en France. Voilà, je l'ai jamais emmené en Égypte, donc il pouvait pas connaître la pyramide d'Égypte. Ah oui, ouais. Donc je ne sais pas à quelle pyramide il dessine, mais en tout cas, il me dit qu'il est sous cette pyramide. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a toutes les pyramides en Égypte, mais tu vois, ça m'est pas venu parce qu'il était petit. Il n'a jamais été. Ça pourrait. Enfin, il y a pas mal de théories, en tout cas, par rapport à la pyramide du Louvre, à creuser, à voir. Bon. Quand ils ont commencé à parler, j'ai dit c'est terminé, je les emmène plus chez Pédo. C'est terminé. Et là, ils ont commencé à sortir en sécurité, donc ils ont commencé à dénoncer tout ce qu'ils avaient subi. Et je soupçonne qu'en février ou décembre, mais je pense que c'est plutôt février, parce que c'est là qu'ils sont rentrés en état de choc. Et c'est pour ça que je les ai poussés à parler aussi. Ils ont décrit des rituels pédosataniques avec des meurtres, des tortures, des viols, des enfants dans des cages, boire du sang, manger des excréments, forcé par le père, hein, quand même. Hein. C'est forcé par le père. Et en échange, c'était interdiction de manger, interdiction de dormir, interdiction de tout, tant qu'ils n'acceptaient pas tous les rituels qu'on leur faisait. Parce que lui, il les exerçait encore chez lui avant d'aller dans les rituels. Et donc là, mon fils me dessine justement une vue de profil de la pyramide du Louvre. Donc il la dessine en triangle bleu. Et en dessous, il dessine tout le reste en rouge. Et il dessine justement des sous-sols dans lesquels il écrit mort. À mon fils, je lui dis, mais comment ça, mort? Tu connais la mort, toi? Il me dit, oui, maman, je vais écrire mort, c'est important. Bon, je vais laisser écrire mort. Et puis, il me dessine des bonhommes couchés, un autre avec un truc dans la main qui semble être un tueur. Et puis là, au-dessus, il me dessine des patatoïdes. Et après, il me refait un dessin très détaillé de cette patatoïde où il m'explique, maman, moi j'étais à la pyramide du Louvre. J'ai dit, mais mon chat, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Comment ça, t'as pu porté plainte. Enfin, comment ça, t'as pu aller à la pyramide du Louvre? C'est pas possible. D'ici avec papa. Et je dis, il me dit d'ailleurs, la pyramide du Louvre, en dessous, il y a une autre pyramide à l'envers. Donc là, ça me confirme qu'il y a bien été. Parce qu'il y a bel et bien une deuxième pyramide à l'envers. Mais qui est dans les sous-sols, qui est dans le rez-de-chaussée, enfin, dans les. Je sais plus quel niveau, mais on retrouve bel et bien une pyramide à l'envers. Et il me dit, et puis bah là, il y avait Emmanuel Macron, j'ai vu Emmanuel Macron. Je dis, mais attends, tu as été dans les sous-sols de la pyramide du Louvre et Emmanuel Macron et tu me dessines des rituels sataniques. J'attends, c'est pas possible ça. Donc je dis aux gendarmes, hein, mais tout le monde, motus et bûche cousue. J'écris à tout le monde, hein, du président, président Macron, Brigitte Macron, j'ai écrit au Premier ministre, j'ai écrit à Dupond-Moretti, j'ai écrit à tout le monde. J'ai écrit au procureur, à tous les procureurs, j'ai écrit à toutes les associations. Dans cette vidéo, en fait, alors savoir que je n'ai rien touché, j'ai simplement pris des extraits de plusieurs interviews.
Donc quand elle est chez Mike Borowski, elle parle, et ça c'était il y a quelques mois, de Macron sous la pyramide du Louvre que son fils lui aurait cité dans des soirées de rituels sacrificiels. Et presque un an plus tôt avec moi, en fait, on parle d'une pyramide et elle ne sait pas. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Dalila. Je ne sais pas de quelle pyramide il s'agit. Et c'est moi qui commence à lui parler du Louvre. Et d'ailleurs, plus tard, l'info m'est revenue. Mais là, voilà, il a fallu vraiment que je recherche, que je remonte dans mes souvenirs. Et elle m'avait... quand on avait parlé de ça, c'est vrai qu'après, c'est moi qui lui ai dit que j'avais entendu parler effectivement de sacrifices sous la pyramide du Louvre. J'avais déjà entendu ça, après je ne savais pas ce qu'il en était, mais du coup, voilà, elle a probablement réutilisé cette info, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle ne parlait pas de Macron, moi, à l'époque, et d'ailleurs, elle n'en a parlé finalement que très peu de temps avant de le dire chez Mike Borowski, quand même quelques semaines avant. Et ça m'avait étonnée justement parce qu'elle était en train de calculer comment sortir l'info. Et elle avait une interview prévue avec Karl Zero à peu près dans le même temps. Et elle me disait, Karl Zero, d'ailleurs on en reparlera de Karl Zero parce que ça c'était son but ultime, hein, de passer chez Karl Zero. Alors qu'elle le critiquait d'ailleurs énormément avant, mais ça on va y venir plus tard. Et donc Karl Zero, elle me dit, il va censurer le passage, donc je vais prendre en visibilité chez lui, puis après j'en parlerai chez Borowski, parce que j'ai une autre interview bientôt sur le plateau de Mike Borowski, et à ce moment-là, ça va exploser. Alors moi je me suis dit, peut-être que vraiment elle veut sortir une info qui lui semble importante, mais à la fois, je trouvais ça bizarre de penser stratégiquement comme ça, par rapport à des enfants quand même qui sont dans des réseaux, hein, pour rappel. Donc moi, elle dit qu'elle sait pas, elle dit que on parle de pyramide d'Égypte, elle dit que son fils n'a jamais été en Égypte. Maintenant, elle affirme que son fils lui a dit ça, et puis il y a de plus en plus d'éléments parce que chez Nicolas Bouvier, l'interview, elle a eu lieu cet été, donc quelques mois encore après Mike Borowski, et là, elle affirme que son fils lui a, et puis elle va dans les détails de ce que lui aurait dit son fils. Quand je reprends un extrait du passage avec moi, elle dit qu'elle a contacté et qu'elle a écrit à plusieurs personnes, dont Macron. Alors, on va reprendre l'ordre chronologique des choses. En février 2019, selon ce qu'elle dit dans les interviews, Macron son fils aurait dénoncé Macron sous la pyramide du Louvre dans des rituels de sang avec des enfants. Ensuite, en novembre 2019, elle perd la garde de ses enfants et c'est de là où elle écrit ensuite à toutes les personnes qu'elle cite, dont Macron. Donc je sais pas, je pose une question très innocente. Un enfant vient vous citer Emmanuel Macron qui aurait fait des rituels sataniques sous une pyramide et après, vous, quelques mois après, vous lui écrivez pour lui demander de l'aide. Enfin, bon. Voilà, et c'est surtout que son fils lui décrivait des choses terribles, et elle le dit à un moment donné, chez Nicolas Bouvier. Oui, tu parles de rituels sataniques sous la pyramide, tu me dessines, des rituels sataniques sous la pyramide. Et ça, donc c'était entre février et novembre 2019 que ce serait arrivé. Sauf qu'il faut savoir que Dalila, la première personne vers qui elle s'est retournée, quand il y a eu ces enfants qui ont été enlevés, ça a été l'association Antipédo de Maxime Monteau. Elle les a contactés, elle est arrivée avec ses dessins, les dessins qu'elle montre, d'ailleurs il n'y en avait pas autant à l'époque, je tiens à le préciser, et elle montre les dessins des enfants, et donc lui il les fait analyser par quelqu'un de l'association qui était spécialiste là-dedans, et qui dit potentiellement, oui, il y a peut-être inceste déjà de par les quelques éléments qu'elle avait ramenés avec le père, et il se peut que y ait tout un réseau derrière avec des rituels sur des enfants. Eux, ils se basent sur ce que leur dit Dalila. Et là, Dalila disait qu'elle n'y connaissait strictement rien au niveau de la pédocriminalité, qu'elle n'y connaissait rien en satanisme, et c'est eux qui ont été obligés de tout lui expliquer. Mais là, quand on revient en arrière sur son histoire, avant qu'elle contacte cette association, elle aurait répondu à son fils, tu me dessines des rituels sataniques, et puis elle parlait beaucoup avec ses enfants, elle parlait satanisme. Quand on écoute toutes ces interviews, là je parle de ces dernières, elle est tout le temps en train de dire que son fils a dit ci, a dit ça, lui parle de MK Ultra, enfin, des choses dont elle parlait pas du tout à l'époque et dont elle n'a pas parlé
à Maxime Monteau de cette association. Et c'est pareil pour alors l'autre Maxime que j'ai cité tout à l'heure qui nous a mis en contact. D'ailleurs, il a été ravi d'apprendre que soi-disant je l'avais infiltré, sachant que lui, il sait très bien que c'est lui qui était venu vers moi. Et je lui ai demandé si elle parlait déjà de Macron et toutes ces choses-là. Et lui, il me dit non, elle n'en parlait pas. Et Maxime Monteau, c'est pareil. À l'époque, elle lui avait pas parlé de tout ça. Donc ça, c'est des choses qui sont venues sur le tard. Et c'est surtout que quand on regarde les dates, ça ne coïncide pas. Ça ne coïncide pas avec ce qu'elle dit et ce qu'elle aurait dit à son fils, qu'elle aurait répondu, ce que lui disait à l'époque. Si elle est arrivée après novembre 2019 dans l'association en disant qu'elle n'y connaissait rien, alors qu'à l'époque elle avait des discours avec ses enfants où il parlait librement de ça, enfin, il y a un problème quand même, quelque part. Et concernant Macron, j'ai vu une question qui ressortait régulièrement, c'est mais si c'est pas vrai, pourquoi Macron n'a pas porté plainte contre elle? Alors déjà, c'est un peu comme l'ex-compagnon où certains affirment qu'il n'aurait pas porté plainte en diffamation. Ils n'en savent rien. Peut-être que Macron a porté plainte. Et quand bien même il ne l'a pas fait, il faut savoir que tout ce qu'elle a été raconté par rapport à cette pyramide et tout ce qui est lié à Dalila, au final, on en entend parler sur les réseaux sociaux, mais ça reste sur les réseaux sociaux en France et notamment X, en fait. Ça n'a pas vraiment circulé tant que ça. Et puis lui, il se prend quand même pas mal d'attaques. Il a toujours été plutôt du genre à ne pas répondre et à ne rien dire. Et c'est surtout que Macron, il y a eu une plainte qui a été déposée par rapport à l'affaire de Brigitte, mais là, il ne faut pas oublier que ça n'a strictement rien à voir. C'est quelque chose qui avait pris une ampleur, mais une telle ampleur internationale. Donc là, ils étaient un petit peu dans l'obligation de réagir. Mais concernant Dalila Sadok, et sachant que Macron, avec les moyens qu'il a, je pense qu'il a pu avoir les moyens de vérifier qui elle était véritablement. Et ils doivent très bien savoir à qui ils ont affaire, si jamais ça lui remontait aux oreilles. Donc ce n'est pas un argument de me dire « Ah, Macron, il n'a pas porté plainte ». Et il y a autre chose aussi que j'aimerais bien préciser, c'est que tout ce qui est lié au trafic humain, tout ce qui est lié à la maltraitance des enfants et notamment à la pédocriminalité, ça fait que quelque temps que les gens commencent enfin à être sensibilisés, en tout cas à bien vouloir en entendre parler. Il fut un temps, on criait vraiment dans le vide. Et là, en fait, on sent qu'il y a des choses qui bougent. Et pour le coup, ça c'est positif parce que on le voit bien, les gens en parlent de plus en plus autour de nous. Quand on en parle, on n'est plus traité de fous. Les gens nous disent plus « Oh non, dis rien, je veux rien entendre ». Aujourd'hui, les gens commencent vraiment à prendre conscience de ce qui se passe. Et c'est pour ça que les menteurs, les manipulateurs, les opportunistes n'ont pas leur place. On ne peut pas laisser ces 2 à 4% être en train d'occuper l'espace et pour le coup d'invisibiliser toutes les vraies victimes. Et là, je vais en arriver à la seconde vidéo dont j'ai parlé tout à l'heure, là, les MST, donc maladies sexuellement transmissibles. Dalila qui ne sait pas de quel MST il s'agit, incroyable. Pourtant, il s'agit de son enfant qui aurait eu 2 ans quand c'était arrivé. Mais on va regarder la vidéo et je vais revenir dessus après. Puis après, il y avait aussi tous les autres signes, c'est-à-dire les résultats médicaux. Mais ma fille avait eu quand même des MST à l'âge de 2 ans. Et je m'étais rappelé de ça. Je m'étais dit, mais c'est vrai. Quel type de maladie? Maladie sexuellement transmissible. Syphilis, choses comme ça? Je sais plus. Il m'a même pas précisé le médecin, mais il m'a donné des ovules. Mon fils, quand j'ai récupéré le dossier médical après qu'il ait été enlevé pour être remis par les flics au pédo, je récupère le dossier médical et là je découvre que mon fils il a vécu à plusieurs reprises des hémorragies anales. Donc je me dis mais mince. Donc tout ce qu'ils m'ont dit, mais c'était sous mes yeux, j'ai rien vu quoi. J'ai rien vu. C'est tellement ahurissant que j'ai rien vu. Ma fille a aussi eu plusieurs fois des infections vaginales. Donc, je l'avais emmenée chez le médecin qui m'avait dit « Oui, c'est normal. » Je dis « Pardon, à 3 ans, 4 ans, avoir des infections vaginales, pour moi, ça me paraît pas normal. Je comprends rien avec vous. » Il me dit « Non, mais c'est vous qui vous faites des films. Non, elle va très bien. C'est parce que c'est un manque d'hygiène. » Je dis « Mais attendez, ma fille, je lave tous les jours. Elle prend le bain. De là, on arrivait à une infection vaginale. Il y a quand même un monde. Et pas une fois, plusieurs fois. Et à chaque fois, il me donnait une crème. Et ma fille ne parlait pas. Elle était terrorisée. Et terrorisée par ce médecin, qui était un homme aussi, dans les premiers temps. Et après coup, on a eu une femme
qui était d'ailleurs sa femme. Et voilà, en fait, j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est sciemment qui nous empêche de voir ou si ils sont eux-mêmes formés pour ne pas voir et ne pas dénoncer les potentiels viols des enfants. Alors là, j'ai été reprendre un passage qui a pas mal circulé aussi avec Mike Borowski sur cette fameuse MST de sa fille à l'âge de 2 ans. Et voilà, elle est incapable de dire de quelle maladie sexuellement transmissible, de quelle maladie il s'agit. J'espère bien quand même que si un parent un jour entend un de ses enfants à l'âge de 2 ans qui aurait une maladie sexuellement transmissible, déjà que ça l'alerterait un petit peu plus, qu'il souhaiterait savoir de quelle maladie il s'agit, et puis surtout comment c'est possible, parce que sexuellement transmissible, il n'y a pas 36 000 solutions pour contacter ce type de maladie. Quand elle dit « je sais pas, j'avais rien vu », il y a un moment donné, je veux bien qu'on soit crédule, mais là, c'est plus de la crédulité à ce stade-là. Et ce qui est aussi assez surprenant dans cet extrait avec Mike Borowski, c'est qu'elle parle que son médecin lui a prescrit un ovule. Un ovule sur une enfant de 2 ans. C'est considéré comme un viol de mettre un ovule à un enfant de cet âge-là. Surtout, voilà, une petite fille avec l'hymen qui est tout petit. Enfin, c'est incroyable. Je ne comprends pas. Je sais qu'il y a pas mal de parents qui ont visionné cet extrait et qu'il n'y ait personne qui ait réalisé ça. Déjà qu'elle ne sache pas qu'on mette un ovule à un enfant en si bas âge. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas forcément besoin de revenir sur des anciennes interviews pour voir qu'il y a des choses qui ne collent absolument pas avec la réalité. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans le déni de l'évidence. Et la personne qui m'a parlé du déni de l'évidence dans l'affaire Dalila se reconnaîtra. Parce que c'est exactement ça. En fait, j'ai l'impression qu'on a toutes les vérités qui nous ont explosé aux yeux de ces mensonges, mais que les gens n'ont pas voulu les voir, n'ont pas voulu y croire. Et là, on revient avec moi, donc un petit peu plus tôt, quelques mois, pardon, quand même plus tôt, et elle parle d'infections vaginales, plusieurs infections vaginales à l'âge de 3-4 ans. Et avec le temps, ces infections vaginales à l'âge de 3-4 ans ont évolué en MST à l'âge de 2 ans, dont elle ne m'avait jamais parlé avant. Et dont elle n'avait jamais parlé, c'est pareil, j'ai vraiment pris le temps de recontacter des personnes qui la connaissent aussi depuis un moment. Elle ne leur a jamais parlé de ça. Et donc, quand il y a eu cette histoire d'MST, là où j'ai vraiment commencé à me questionner, et comme je l'expliquais un petit peu avant, j'ai questionné Dalila par téléphone au mois de juin, et que là, ça me commençait vraiment à me sembler bizarre. Et je lui dis, écoute, là, je comprends pas que tu n'aies pas pu voir les choses à l'époque. Tu peux pas dire que tu n'as pas pu voir. C'est impossible. D'ailleurs, elle parle aussi d'hémorragie anale, d'un rapport qu'elle aurait de son fils. Si quelqu'un en a vu la couleur, parce que moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu, qu'il se manifeste en commentaire sous cet enregistrement. Et donc, je l'avais questionnée, et c'est là où vraiment je disais, elle avait raccroché précipitamment au téléphone. Et donc, suite à mon post du 27 septembre dernier, j'ai l'équipe de Barnerias qui m'a approché, notamment Augustin Desrouget, qui est souvent avec lui aux avant-premières et qui l'a aidé pour le film Les Survivantes. Et il me dit, oui, je comprends pas, Dalila, elle ne ment pas, on a échangé. Et à un moment donné, je lui dis, écoute, moi, si tu as les preuves des choses qu'elle ne m'a jamais montrées, eh bien, tu me les envoies. Et il me dit, il n'y a pas de problème, je vais t'envoyer les preuves dont tu as besoin et ce que tu aimerais voir. Et donc, forcément, je suis revenue sur cette MST à l'âge de 2 ans. Il me dit, oui, je t'envoie le rapport. Et là, on va l'afficher, le rapport que Augustin Desrouget m'a envoyé. Franchement, j'ai cru qu'il se foutait de moi. Mais j'ai vraiment cru qu'il se moquait de moi pour m'envoyer ça. Déjà, ce n'est pas un rapport médical, ça ressemble plus à quelque chose qui apparaît dans un carnet de santé, mais c'est surtout que, déjà la date, c'est 2015, sa fille, elle est née en 2011, ce qui veut dire qu'elle avait 4 ans à l'époque, donc déjà, elle était plus dans la vérité, dans ce qu'elle disait avec moi à l'âge de 3-4 ans, plutôt que 2 ans, mais c'est surtout qu'on parle de vers retrouvés au niveau des fesses dans la culotte, mal au vagin il y a 2 jours, donc déjà, on n'est pas sur non plus une inflammation vaginale, parce que ça, c'est ce que la mère a dû dire au médecin. En plus, une enfant de 2 ans, elle ne peut pas s'exprimer et dire qu'elle a mal au vagin. Donc c'est Dalila, je ne sais pas comment, elle en est venue à dire ça au médecin. Mais on voit à la conclusion, c'est flux vermal. Suite notamment, dans l'examen clinique, on voit un œuf au niveau de l'anus. Alors du flux vermal, pour justifier une MST,
Alors on va afficher ce qui est du Fluvermal, peut-être pour ceux qui ne sauraient pas, la boîte de Fluvermal, c'est un vermifuge humain. Je n'ai plus de mots. On n'en est qu'au début. Hein. Je précise qu'on n'en est qu'au début de ce que j'ai à sortir. On parle de médicaments contre les vers et elle parle d'une MST à l'âge de 2 ans, sachant que voilà, elle avait 4 ans. C'est délirant en fait. Quand j'ai le dossier, entre guillemets, le dossier de Dalila sous les yeux, je trouve ça complètement délirant. Et en fait, quand elle parle Dalila, et c'est là où elle arrive quand même à donner du crédit à son histoire, c'est que c'est quelqu'un qui, comme m'a dit une personne, c'est une couturière. Elle fait de la couture avec les histoires des autres. Elle qui parle souvent d'infiltration, et c'est là où je disais qu'elle faisait l'effet miroir, c'est elle qui a infiltré beaucoup de mamans désenfantées, il y a des pères aussi désenfantés, on va dire des parents désenfantés, et des victimes. Et de là, en fait, elle a pris les histoires à droite à gauche des uns et des autres, et elle a créé sa propre histoire. Et on en parlera plus tard, mais elle l'a fait aussi avec la mienne. Hein. C'est surtout qu'elle reprend donc des choses qu'elle entend à droite à gauche, quand on l'entend aussi parler à un moment donné d'enfants noirs. Ça, c'est ce qui est dit dans l'affaire Mikoulé. La jeune Noémie qui parle du fait qu'elle n'avait jamais vu d'enfants noirs. Elle dit que ses enfants n'avaient jamais vu d'enfants noirs là où elle habitait du côté de Grenoble. J'ai trop d'exemples en fait, je peux pas les donner, j'en ai trop et sinon on y passerait la nuit. Mais c'est juste pour dire que je me suis rendu compte qu'elle avait été prendre des histoires à droite à gauche de tout le monde pour créer la sienne. Donc c'est en ça qu'elle est quand même crédible entre guillemets parce que tout ce qu'elle peut dire, même quand elle parle de l'ASE, quand elle parle de pédocriminalité, elle donne souvent des vrais chiffres. Hein. Là j'ai réécouté ses interviews, ce qu'elle dit c'est vrai, sauf que ça ne la concerne pas elle. Là elle parle de généralité, quand elle parle de généralité, tout ce qu'elle dit est vrai. Mais c'est quand elle parle de son histoire qu'on se rend compte qu'il n'y a absolument rien qui colle. Toutes les preuves qu'elle est toujours en train de crier partout qu'elle a, parce que ça c'est son grand truc de dire à Dalila qu'elle a toujours plein de preuves. J'ai fait une petite compilation, on va dire, d'extraits dans lesquels elle dit que j'ai les preuves. Et moi, elle me le disait tout le temps aussi. J'aurais même pu en parler ça dans l'intro, mais je vais en parler maintenant. Elle dit tout le temps que un tel a vu les preuves. En fait, moi, quand je l'ai rencontrée, elle me disait qu'elle avait donné tout son dossier, notamment à Pierre Barnerias. Elle me disait qu'elle avait donné, même là, elle affirme qu'elle a donné son dossier à Carl Zero, à Marc Daoud de Nexus, à Mike Borowski. Et en fait, ça a toujours été ça. Dalila, elle va dire qu'elle a donné le dossier aux uns et aux autres. Et puis moi, je suis retournée en arrière pour savoir qui avait eu quoi. Et en fait, il y a des gens qui ont eu des éléments. Et c'est ce que je suis, par exemple, en train de donner là, le Fluvermal. Ça, c'est ce qu'elle a donné apparemment à l'équipe de Pierre Barnerias. Et il y a d'autres éléments qui vont venir. Pareil, c'est des choses qu'elle a données. Mais en fait, quand on met tout bout à bout, ça ne s'appelle pas un dossier. Il n'y a pas de preuves. C'est des choses, n'importe qui peut constituer un faux dossier à partir des éléments que Dalila elle a donné un peu à tout le monde. Et moi, à chaque fois que je lui demandais, par exemple, des audios, elle disait qu'elle en a plein de ses enfants. Elle disait qu'elle avait plein de rapports médicaux. Et à chaque fois que je lui demandais, oh, je suis fatiguée, oh non, mais là c'est dans ma voiture, oh non, là il est tard, Claire, oh, je t'enverrai ça plus tard. Et au final, elle m'a quasiment jamais rien montré, si ce n'est un audio dont on parlera plus tard, de son fils. C'est tout. Et les dessins, oui, les dessins dont on ne connaît pas la provenance en réalité. Enfin, donc là, on va passer cette vidéo. J'ai pu en récupérer qu'une seule, c'est celle de la plainte de l'école, l'agression devant l'école. Ma fille avait des bleus quand même, constatée par le médecin, avec des photos, etc. Classée sans suite, violence contre moi et ma fille. Et donc, je récupère ce dossier et je vois qu'en fait, ce fameux gendarme, qui était venu juste pour l'occasion et qui a disparu après, d'après ce que m'avaient dit les gendarmes de locaux, a signalé, en prenant tous les faits, toutes les preuves, que j'avais menti, qu'il n'y avait aucune blessure, qu'il ne s'était rien passé et qu'il fallait classer sans suite. Alors que quand tu lis le contenu du dossier, tu n'as pas envie de classer sans suite. Et même mon fils, j'ai vu dans le dossier médical de mon fils après l'avoir récupéré, que quand je partais, il avait subi plusieurs fois des hémorragies anales. Il avait été chez le médecin, mais au moins, il n'a rien fait. Comment un enfant de 3-4 ans, un petit garçon avec une hémorragie anale, ça...
médical. Tu m'expliques. Enfin, pas quoi. Voilà, donc alors le juge, avec avec des éléments comme cela, donc le fait de garde partagée, j'ai demandé une enquête psy. Comme je savais qu'il avait un gros problème psy, je me suis dit, ben, non, une enquête psy va le révéler, et puis on va pouvoir protéger les enfants. On fait l'enquête psy avec un seul psychologue à Chambéry, qui en effet compte que le père a un problème potentiel de violence. Elle le voit, puisqu'elle nous voit seuls, chacun avec eux, puis chacun seul, plus les enfants seuls. Et puis là, elle dit, bon ben voilà, les enfants doivent revenir chez la maman. Je lui dis que je veux partir, voilà, me rapprocher de mes parents, Lorraine. Elle me dit, ok, elle le met dans le rapport. Et là, est-ce que tu es consciente que tes enfants sont abusés par le père? Là, mon fils doit être troisième. Non, toujours pas. Toujours pas. Il me parle beaucoup de violence, les enfants. Il me parle d'étranglement. Mon fils, je le filme, d'ailleurs, j'ai la vidéo, j'ai une preuve. En fait, j'ai pas mal de preuves. Hein. Donc, mon fils me fait une vidéo. Il rentre, je crois, d'un mercredi ou d'un week-end de chez son père. Il a des grosses griffures dans le cou. Et il y avait une amie à la maison. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ces griffures, mon loulou? Il avait 3 ou 4 ans. Et il bégaye tellement il est terrorisé. Il m'explique que c'est son père qui l'a étranglé. Qui lui dit que c'est son frère, dit que c'est nul. Là, je suis choquée, donc je filme. Et donc, cette copine qui est à la maison, qui a une attestation de risque, tout ça, elle est choquée également. Donc, je vais arriver avec ça, bien sûr, à nouveau classé sans suite. Et une autre fois, pendant des visites médiatisées que j'ai eues plus tard, de l'acide sur un pneu également, que j'ai filmé, constaté. J'ai encore la jante qui a changé de couleur sur les 4 jantes de ma voiture. J'en ai une qui est complètement piquée par l'acide. Et heureusement, mon garagiste a changé tout ce qu'il faut pour réparer mon véhicule. Donc, le juge des affaires familiales avait statué donc, pour les vacances, des visites médiatisées pour corps. Il avait droit à 2 heures qui sont progressivement devenues des après-midi, un week-end sur 2. Et normalement, il était surveillé. Ce qui s'est pas fait puisque ma fille a voulu plaindre parce qu'à un moment, elle s'est retrouvée plottée par son père pendant les visites médiatisées. Donc elle m'a dit, maman, je veux porter plainte. Donc je l'ai emmenée à nouveau porter plainte contre son écrit, tout ça, etc. Très courageuse. Voilà, elle avait repris confiance en elle puisqu'elle était plus obligée de le subir. Et j'ai jamais eu de nouvelles de cette plainte. On vous écarte. La première plainte aussi, on avait beau demander les suites de cette plainte qui datait quand même du fin mars. J'ai jamais eu de retour. Il a fallu que je me batte et je l'ai eu que, je crois, 2 ans plus tard. Alors moi, j'ai porté plainte très rapidement pour piratage de ma boîte mail, puisque j'ai vu partir des mails que je n'avais jamais envoyés, qui me discréditaient auprès des services sociaux juste après l'enlèvement de mes enfants. J'ai porté plainte avec des preuves notoires. J'ai jamais eu de réponse. J'ai montré que j'avais été piratée également sur mon téléphone, qui bougeait tout seul. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux parler, je peux dénoncer, parce que j'ai énormément de preuves que j'ai mises en sécurité à l'international. J'ai pu en effet envoyer mes preuves dans des endroits fiables et j'ai mis des copies, je sais plus combien, mais j'en ai des grandes quantités, ce qui fait que même s'il m'arrivait quelque chose de grave aujourd'hui, je pourrais malgré tout faire tomber ce réseau tôt ou tard. Et là, il faut savoir que c'est simplement enfin, je pouvais pas tout mettre, sinon la vidéo déjà elle dure 5 minutes. En plus, Dalila, à l'époque où on faisait l'interview ensemble, elle n'avait pas une très bonne connexion, ce qui fait que ça coupe même dans les autres extraits qu'on pouvait entendre avant et ceux à venir aussi. Souvent, il y a un problème de connexion du côté de Dalila. Mais si quelqu'un a vu ces preuves, je suis preneuse parce que, comme je disais juste avant, en fait, elle disait à tout le monde qu'un tel avait le dossier. Et puis, en fait, quand on a fini par se re-questionner la suite, notamment à mon tweet du 27 septembre dernier, en fait, on se dit, non, mais toi, tu les as pas vus non plus. Non, moi, elle m'a dit que toi, tu les avais vus. Enfin, voilà. Tout le monde pensait qu'un tel avait vu les preuves que moi, je n'avais pas vues ou que je n'avais pas vues. Et puis, en fait, on se rend compte que... Et là, comme je dis, c'est vraiment simplement quelques extraits parce que le j'ai les preuves, elle passe son temps à faire ça dans toutes ses interviews.
Et si je reprends, je vais juste réénumérer un petit peu ce qu'elle disait là dans tous ces extraits. Donc les bleus de sa fille qui ont été constatés par médecin avec des photos. Bon, voilà, qu'elle les sorte un jour. Les hémorragies anales de son fils, comme je disais tout à l'heure aussi, qu'elle disait chez Mike Borowski à l'âge de 3-4 ans. Il y a un rapport apparemment médical. Je n'en ai pas vu la couleur. Alors l'enquête psy, et ça c'est quand même la chose qu'elle a dit à plusieurs personnes qu'elle allait envoyer. Ça c'est ce qui prouverait vraiment que ces enfants ont subi des actes sexuels, enfin, qu'on leur a imposé des actes sexuels. Elle parle d'une enquête psy où il y aurait en fait avec une expertise tout ce qui atteste des violences faites à ces enfants, que les enfants auraient parlé. Et ça pareil, personne ne l'a jamais eu. Quand elle dit en plus toujours qu'elle n'est pas consciente, c'est là où je revisionne et je m'entends lui dire mais là t'avais toujours pas compris, et je vais y revenir juste après. Pareil, elle parle de son fils qui lui a parlé d'étranglement, de griffures. Où est cette vidéo dans laquelle son fils s'exprime? L'acide du pneu, c'est pareil, elle dit qu'elle avait des preuves. Où sont les preuves de l'acide sur ses pneus? Après, elle parle de plainte de sa fille et de son fils aussi. Il faut savoir qu'elle disait que son fils avait déposé une plainte et sa fille en aurait déposé 2. Où sont ces plaintes? Qu'en est-il? Sachant qu'il faut savoir vraiment que Dalila, elle a essayé aussi de retourner le cerveau des enfants. Là, encore une fois, ça va sur la chose que je ne peux pas dire pour protéger ces enfants qui sont mineurs. Mais elle a tenté de leur mettre dans la tête des choses par rapport au père. Donc, mais bon, où sont ces plaintes? Tout ce qu'elle dit, où sont les plaintes? Qui les a vues? Manifestez-vous en commentaire, n'hésitez pas. Et pour revenir, quand je disais que elle était toujours pas consciente, en fait, à l'époque où j'ai rencontré Dalila, quand elle m'a raconté son histoire, et donc on était en Moselle, et là je lui ai dit, écoute, c'est quand même complètement fou ce que tu me dis, je comprends pas, t'as rien vu à l'époque. Même si elle me parlait pas d'MST, elle me parlait pas de Macron sous la pyramide, c'était beaucoup plus plausible ce qu'elle me disait à l'époque. Mais quand même, je trouvais que c'était étonnant qu'elle n'ait pas pu se rendre compte, notamment de l'histoire, comme j'ai dit tout à l'heure, du bain avec sa fille de 3 mois qui avait des saignements au niveau vaginal. Et à un moment, en fait, c'est moi qui lui ai mis l'idée en tête, et je pense que je n'aurais pas dû, mais sur le moment, moi, je pensais qu'elle disait vrai. Donc, je lui dis, écoute, c'est à se demander quand même si t'as pas drogué comme mon ex-compagnon a fait avec moi. Parce que moi, c'est comme ça que je m'étais vraiment... qu'il avait réussi à me manipuler, en fait. Quand quelqu'un vous drogue, vous n'êtes plus du tout dans votre état normal, on ne se rend absolument plus compte de ce qui se passe, on perd notion entre ce qui se passe, la réalité, et ce qui est dans notre tête. Enfin, on finit par vraiment ne même plus savoir où on habite et ne même plus savoir comment on s'appelle. Donc je lui ai dit, mais t'es sûre qu'il t'a pas drogué? Et elle me dit, oh, je sais pas. Et puis on échange ensemble, je raconte du coup un petit peu ce qui s'est passé dans mon histoire, et je lui dis les symptômes que j'avais à l'époque. Et elle me dit, peut-être, faudrait que je voie, oui, t'as peut-être raison, c'est vrai que parfois je me rendais plus trop compte. Mais en fait, je me suis dit, c'est moi qui suis aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte, quand je te parlais de couturière tout à l'heure, il y a un moment donné où ça a dû suivre son chemin dans sa tête, ce que j'avais dit par rapport à la drogue. Et c'est pour ça que là, c'est la prochaine vidéo qu'on va passer. C'est qu'elle disait, donc aujourd'hui, on l'entend parler dans ses interviews, elle affirme que son ex-compagnon l'a droguée, alors que moi, à l'époque, elle ne savait pas. Oui, et puis en effet, il nous empoisonne, il nous drogue. Donc moi, j'en parlais avec une copine, je lui disais, mais tout le temps où j'étais avec mon ex-compagnon, ce qui m'avait le plus marqué, c'est que j'étais dans un état physique, au moment où j'ai voulu le quitter, j'ai été dans un état physique très lamentable. C'est-à-dire que j'avais tout le temps mal à la tête, j'étais tout le temps groggy, j'avais du mal à faire du sport alors que j'étais toujours très dynamique. J'avais des boutons, ce que j'avais jamais, j'avais des allergies tout le temps, j'avais même mal dans les muscles, tous les muscles du corps, et je l'avais dit au médecin qui m'a dit, mais c'est l'âge. Je lui ai dit, attendez, on vit pas comme ça en 3 mois, quoi. Enfin, il y a un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Je veux bien que ce soit progressif, mais passer du tout au rien, il y a quand même un problème. Je suis persuadée qu'il me shootait, quoi. C'est pas possible. Ah ouais, c'est l'effet de la drogue, je te confirme, puisque tout ce que tu décris, c'est des choses que j'ai connues, comme tu sais, avec mon ex-compagnon qui me droguait. Donc, tout ce que je viens de t'entendre de dire, les allergies, tout, c'est
pratiquement la même chose. Bah, tu vois. Hein. Et tout s'est arrêté après coup. C'était ça le plus surprenant. C'est que quand j'ai déménagé et que je suis venue m'installer en Moselle, j'ai plus de problème. Je me suis dit, mais c'est l'air. Et j'étais à la montagne. Donc l'air était censé être meilleur que chez moi. Donc je comprenais pas. Mais maintenant, c'est clair, quoi. Il est tellement lâche, tellement pourri que c'est tout ce qu'il sait faire. Donc aujourd'hui, elle affirme qu'elle a été droguée. Quand je dis aujourd'hui, en tout cas dans toutes ces dernières interviews, même assez rapidement, parce que celle qui a été faite, là, l'extrait, c'était avec Colombe et Grain de Sable, ça date quand même de 2023, si je ne me trompe pas. Ça va être fin 2023. Elle reprend en fait ce que je lui avais dit. Et sur le moment, en fait, j'écoutais d'une oreille, et c'est au moment où justement elle a parlé de tout ce qu'elle avait vécu avec son ex-compagnon qui l'avait droguée, que j'ai commencé à me dire, c'est quand même bizarre. Elle redit exactement, on a exactement les mêmes symptômes, et elle parle en plus d'allergie. C'est pour ça que je reprends en lui disant, ah bah oui, c'est ce que je t'avais raconté, est-ce que je t'avais dit, oui, ça c'est bien la drogue, c'est ce que je t'avais dit avec mon ex-compagnon. Et je rebondis sur l'allergie parce qu'on peut imaginer beaucoup de choses avec la drogue, mais le coup des allergies, moi c'est ce qui m'était arrivé à ce moment-là. J'avais redéclenché des allergies alors que c'était pas du tout la saison. Et je lui en avais parlé et je lui avais dit que ma peau avait changé aussi. Moi, je parle de taches. D'ailleurs, les gens qui ont lu mon témoignage savent que c'est exactement ce que j'expliquais, comme j'expliquais aussi que quand je n'avais plus mon ex-compagnon dans mon entourage par la suite, en fait, tous ces symptômes sont partis progressivement. Et là, c'est ce qu'elle dit, qu'en fait, ça a disparu juste après, quand elle ne l'avait plus. En fait, elle reprend mon histoire, mais sur le moment, je n'ai pas... En fait, je m'étais prise d'affection comme beaucoup pour elle. J'avais, pas dire de la pitié, mais si, quelque part. En fait, son histoire me touchait. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'elle a réussi à toucher beaucoup d'anciennes victimes. Moi, j'avais été victime de ce pervers narcissique. Je n'aime pas dire pervers narcissique, je l'appelle sociopathe, ce manipulateur, ce menteur. Et elle savait quel type de personne aussi, Dalila, elle sait, parce que je peux parler au présent, elle continue d'approcher des personnes comme ça qui vont être extrêmement empathiques et qui vont être touchées en fait par ce qu'elle raconte vivre. Mais là, quand je la réécoute aujourd'hui, je me dis, mais c'est tellement flagrant qu'elle a repris les éléments que je lui avais donnés quand on s'était vu en Moselle. Je comprends pas comment je m'étais quand même posé la question, je me souviens, sur le coup ça m'avait semblé étrange, mais comme je dis, je me suis dit bon, elle s'est peut-être rappelé qu'après il y avait des choses, mais c'est vrai que c'était le coup de l'allergie, je l'avais bien noté. C'est comme quand elle dit que son ex-compagnon l'avait empoisonné à plusieurs reprises, elle parle d'empoisonnement, et donc le père de ses enfants aurait tenté à plusieurs reprises de l'empoisonner. Mais ce n'est pas le seul ex-compagnon de Dalila qui aurait aussi tenté de l'empoisonner. Et ça, elle en parle chez Karl Zéro. Une affaire de bouquet de fleurs. Donc, on va visionner. Là, on ne parle pas, attention, du père des enfants. On parle d'un autre. Et chez Karl Zéro, elle dit qu'elle ne le présente pas comme son compagnon, mais je vais revenir dessus juste après. Donc, juste avant la sortie du film Les Survivantes, j'ai été approchée par l'intermédiaire de Martine Bouillon, qui est une amie, et on s'est retrouvés. Donc, elle a une habitation qu'elle voulait revendre, et je voulais la reprendre en fait, cette habitation, pour pouvoir en faire un lieu d'accueil pour les enfants victimes de violences et les parents justement protecteurs, parce que souvent, quand on se retrouve dans ce combat, on n'a plus rien, on est mis sur la paille, on est désociabilisé, on est attaqué de partout, donc c'est très violent. Donc je m'étais dit tiens, je vais essayer de mettre ça en place. Et donc, je suis retrouvée avec une petite équipe à essayer de réhabiliter ce lieu. Et cette personne est arrivée par l'intermédiaire de Martine. Elle ne le connaissait pas plus que ça. Et très vite, il a été très avenant, très sympa, adorable. Il me disait qu'il travaillait, c'est un ex de la DGSI, qu'il avait été chauffeur privé de Sarkozy, mais que maintenant, il savait qu'il se passait des choses horribles et qu'il voulait nous aider, qu'il était là pour la cause des femmes et des enfants, bref. Et il y a quelque temps de ça, il m'a offert un bouquet de fleurs, que bien sûr, il me faisait du gringue. Et dans ce bouquet de fleurs, j'avais remarqué que quand on avait été manger ensemble, j'avais été malade, j'avais vomi, j'avais eu des grosses réactions. Donc ça commençait par des nausées, après des vomissements, et ça m'a rappelé tout de suite ce que j'avais vécu avec mon ex-compagnon. Et Martine m'a dit, Dalila, c'est surprenant, méfie-toi de lui, parce que c'est pas normal.
pense qu'il était empoisonné. Et d'autres amis m'ont dit la même chose. Et c'est vrai que ça a été tellement violent que ça pouvait ni être une gastro ni autre chose. Et donc, après ce repas, il m'a offert ce fameux bouquet de fleurs. Et ce bouquet de fleurs, même chose, j'ai eu les mêmes symptômes. Mais ma petite voix m'avait conseillé de prendre du charbon activé, qui est connu pour être un bon anti-poison. Et le bouquet de fleurs a eu une incidence, mais pas si importante que ça. Et par contre, je l'ai laissé chez une amie, ce bouquet, parce que je repartais en déplacement pro. Et elle, même chose, elle a voulu, parce que les fleurs ont fané très très vite en quelques jours. Donc, et il m'avait offert un vase en verre. J'ai pris une photo de ce vase parce que c'était surprenant d'avoir un gros vase en verre quand on vous offre des fleurs. En général, c'est du jetable. Et surtout pour les fleurs coupées. Et on voyait un mécanisme au fond du verre qu'il avait essayé de colorer avec un colorant rose pour que ça se voit pas. Mais on le voit, mais bizarrement, la photo que je prends, c'est entre les feuilles et on voit le mécanisme, donc pas de bol. Et donc mon amie, quand elle sort ce bouquet pour le jeter et garder le vase, il y a comme une explosion qui se crée et il y a une grosse fumée qui sort et qui l'intoxique. Elle a failli y passer et donc elle a dû jeter ce bouquet. Elle a gardé quand même des éléments et elle a eu les mêmes symptômes que moi, en plus important parce elle a pris tout en plein visage. Elle a eu des cloques, elle a eu des grosses migraines, des vomissements, la même chose en fait que moi. Et là, elle est partie chez le médecin, il lui a dit, écoutez, il lui a fait faire des tests sanguins, et puis il lui a dit, vous avez été empoisonné. Elle lui dit, bah non, je vois pas. Il lui dit, si, rappelez-vous, forcément, vous avez respiré quelque chose, ou mangé quelque chose de très toxique. Pour ça, il n'y a pas de doute. Et donc, elle se rappelle cet épisode, et lui dit, oui, ben c'est bien ça, c'est bien un truc par inhalation, puisque vous avez toutes les voies hautes qui sont brûlées. Et donc, je lui ai donné aussi une cure de charbon activé, c'est ce qui a permis qu'elle soit soignée très rapidement. Donc voilà, c'est leur méthode en fait. Donc pour moi, oui, en effet, c'était bien lui déjà à l'époque. Alors cet homme qu'elle présente comme étant une personne qui lui faisait du gringue, mais en fait, elle sortait avec lui. Elle sortait avec ce Jean-Michel qu'elle a ensuite, par la suite, été exposée sur les réseaux. Elle a montré son visage en disant que c'était lui qui avait tenté de l'empoisonner. Elle avait même mis son nom de famille. Et ce que j'avais trouvé étrange à l'époque, c'est que quand elle m'en avait parlé, c'est qu'elle voulait que je fasse un tweet. Et d'ailleurs, elle-même en avait fait. On va pouvoir l'afficher, son premier message par rapport à cette affaire de bouquet de fleurs. Elle disait qu'elle était en danger de mort et puis elle l'écrit en très très gros, empoisonnée plusieurs fois et la fois dernière, donc c'était avec un bouquet de fleurs piégé. Elle reparle de son véhicule saboté. Alors, faut que je retienne le véhicule saboté, que je revienne dessus juste après. Parce que elle dit tentative d'embarquement par les flics. Bon, ben voilà, tout le monde est toujours contre Dalila, mais elle s'en sort toujours, Néo dans Matrix. Et donc, ce que je trouve assez hallucinant dans cette affaire du bouquet de fleurs, c'est que autant elle sort jamais de preuves par rapport à ses enfants, mais alors concernant un bouquet de fleurs, elle a réussi à nous le prendre sous tous les angles, des photos, il y a même une petite vidéo. Donc là, les photos, on les voit là sur son tweet qui date du 23 mars. Ça a son importance, la date. Donc, il date du 23 mars 2024. Et elle a donc entouré le mécanisme qui aurait déclenché cette poudre et qui aurait empoisonné à l'époque, quand elle parle d'une amie, il s'agit de Maria Machado. Et donc là, elle a sorti des photos et elle avait aussi une petite vidéo. Alors, prendre une photo d'un bouquet de fleurs qu'on vient de nous offrir, je veux bien, mais une vidéo, je trouve ça quand même assez étonnant. Surtout qu'après, bien, bon, c'est là où, avec le recul, je me dis que ça avait été anticipé parce que personne ne prend comme ça un bouquet en vidéo. Ou bon, peut-être vraiment s'il y a quelque chose, mais là, voilà, elle n'a jamais su sortir de preuves, mais là, pour justifier un empoisonnement qui ne la concerne pas elle. Parce qu'en réalité, on va l'afficher, il s'agit du rapport d'un médecin qui avait eu Maria Machado, et c'est même marqué, Madame Machado. Donc le nom du médecin, elle l'avait effacé. Il y a la date, ça date du 20 mars, donc on revient sur son tweet qui date du 23 mars. Et quand il y a eu cette histoire de bouquet, elle me dit oui, c'est Maria qui a pris, puisque j'étais chez elle et j'ai déposé le bouquet parce que je devais repartir en déplacement pro. Il dit d'accord, mais alors, je comprends pas en quoi c'est toi qui as été empoisonné.
Et elle me dit non, non, mais c'était moi qui étais visée, mais en fait, Maria, elle voulait le vase parce qu'elle le trouvait joli et donc je lui avais ramené avec le bouquet. De toute façon, moi, après, les fleurs, elles allaient faner, je partais en déplacement, donc j'ai déposé le bouquet chez Maria qui voulait le vase. Et je vais faire juste une petite parenthèse. Maria, avec qui je suis en contact, et c'est elle aussi qui m'a permis de comprendre qu'il y avait un sacré problème avec Dalila, puisque on se contactait pas forcément souvent, mais vers la fin de l'été là, qui vient de passer, en fait, on s'est retrouvés à communiquer juste voilà pour savoir l'une et l'autre comment on allait, et puis c'est de là où on a compris toutes les deux qu'il y avait un vrai problème avec Dalila, puisque Maria aussi pourrait avoir beaucoup de choses à dire à ce sujet. Et donc, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais tu te rappelles de cette histoire de bouquet de fleurs? À l'époque, Dalila, elle me disait que c'est toi qui voulais absolument le vase. Et là, en fait, j'étais sur haut-parleur. Elles étaient toutes les deux avec sa fille et en chœur, elles ont répondu, ça va pas, c'est elle qui est venue avec, on n'a pas compris. Elle a débarqué chez Maria avec le bouquet de fleurs et avec le vase, alors que Maria disait qu'elle n'en voulait pas. Enfin, elles avaient la même version, elles parlaient un peu en même temps, mais elles me disaient la même chose. Et donc là, je lui dis, donc en fait, tu n'as jamais voulu de ce vase. Elle me dit, bien sûr que non. Donc Dalila, elle a débarqué chez elle, elle lui a laissé le bouquet. Et quand Maria, effectivement, a tiré sur les fleurs pour les enlever, bien, elle s'est pris cette poudre et elle a eu ce rapport médical. Enfin, on ne peut pas appeler ça un rapport médical, c'est plutôt une attestation, voilà, une certification de l'état de santé qui s'est détérioré et qu'elle a eu quelques soucis respiratoires, allergiques, etc. par rapport à ce bouquet. Et Dalila, elle a voulu le même rapport. Elle a dit à Maria, mais moi, je veux le même rapport pour moi. Il faut que tu demandes à ton médecin de me faire le même. Sauf que Maria avait été faire des analyses de sang. Et Dalila n'a jamais voulu faire ces analyses. Pour aller un peu plus en détail, l'ami médecin dont j'ai parlé au tout début, avec qui j'avais rencontré Dalila quand nous sommes allés en Moselle avec un autre ami, eh bien... je lui ai dit, bah écoute, je vais lui demander de te faire des prises de sang pour que tu puisses voir. Normalement, si Maria elle a été empoisonnée et que toi tu l'as eu avec toi, il y a peut-être des chances que tu aies aussi des analyses qui confirment ça. Et elle me commençait à me dire qu'elle avait pas le temps. Au tout début, je lui dis, bah attends, si elle te fait, t'as juste à aller faire la prise de sang. Si elle te fait une ordonnance. Et elle me dit oui, bah j'irai. Et en fait, elle ne les a jamais faites. Simplement parce qu'elle savait très bien qu'elle n'avait pas été empoisonnée. Et donc, elle voulait le même rapport. Et Maria lui a dit, c'est hors de question. Je vais pas demander à mon médecin de te faire quelque chose sans que tu aies fait d'analyse. Il acceptera jamais. Je vais quand même revenir tout de suite sur cette affaire ce qu'elle disait en fait dans son tweet juste précédemment. On peut le réafficher quand elle dit que son véhicule a été saboté. Alors, elle dit que son véhicule a été saboté quand elle est revenue une fois, justement, ça devait être à peu près, je pense que c'était au même moment, hein, qu'elle avait dit à Maria qu'elle avait été chez le garagiste à côté de chez elle et qu'il lui avait réparé un véhicule saboté. Quand on a commencé vraiment à comprendre qu'elle mentait sur beaucoup de choses, Maria, elle est retournée voir son garagiste, là, il n'y a pas longtemps, hein. Et le gars se rappelait très bien de Dalila, lui a dit que c'était une folle furieuse qui voulait absolument qu'il affirme qu'il y avait eu de l'acide dans son moteur. Et en fait, il lui avait tout simplement fait une vidange. Et c'est ce que j'avais mis dans mon tweet du 27 septembre. J'ai parlé de ça en disant qu'elle avait juste fait une vidange. Donc le gars, il disait, elle voulait absolument que je dise qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas sur son véhicule, qu'on avait voulu lui saboter. Et le garagiste affirme que ce n'était pas du tout ce qu'il en était. Donc pour revenir sur le bouquet de fleurs, où elle affirme que c'est Jean-Michel qui a voulu la tuer, quand je dis que c'était son compagnon à l'époque, alors elle a beau avoir effacé toute notre conversation Telegram, d'ailleurs pour quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, juste après le 27 septembre, c'est étonnant, toute notre conversation sur Telegram a subitement disparu. Voilà, elle a tout effacé. Manque de chance pour elle, j'avais le temps de conserver quelques petites données. Et donc là, on affiche le message où elle me dit, et donc on est le 23 mars, le jour de son tweet, où elle me met que je peux dire qu'il l'a courtisée et qu'il s'est proposé de l'aider. Bon bref, je laisse les gens lire ce qui est affiché. Et moi, dans mon vocal, malheureusement, en dessous, j'ai fait un vocal parce que je n'ai pas toujours le temps de faire des écrits, donc je fais beaucoup de vocaux. Et en fait, dans mon vocal, je lui dis, mais je ne comprends pas, pourquoi tu ne veux pas dire que tu sors avec lui, en fait? Pourquoi tu ne veux pas... Pourquoi cacher que c'est ton compagnon du moment et dire simplement qu'il t'a courtisé
je ne comprenais pas et c'est pour ça qu'elle répond qu'elle n'a jamais voulu être avec lui avant et qu'elle pense pardon, qu'il l'aurait droguée pour la faire céder. Ah oui, et puis je lui demandais ce qu'en pensait Martine, puisque c'est Martine qui les avait mis en contact, donc c'est pour ça qu'elle me parle de Martine ensuite. Et donc par la suite, elle dit, là on peut mettre la deuxième partie, elle parle de moments intimes non aboutis, puisqu'il est impuissant, que c'est du voyeurisme, pas d'intérêt. Alors certains vont me dire pourquoi j'ai publié ça, pourquoi là j'affiche ça, ça a son importance quelque part. Et en plus, elle dit que Maria lui dit la même chose. Maria, je lui ai redemandé il n'y a pas longtemps. Maria et elle se sont fortement disputées à l'époque parce que Maria non plus ne comprenait pas qu'elle ne voulait pas dire que c'était son compagnon. Puisqu'elle m'avait demandé de faire un tweet, elle m'a presque supplié. Et moi, je le sentais pas. Je l'ai vraiment fait pour le coup, pour lui faire plaisir. Je le sentais pas. Elle voulait absolument que Zoé Sagan retweet. Et d'ailleurs, je le laisse sur mon mur. Ce tweet, les gens pourront aller le rechercher sur le bouquet de fleurs. Où elle m'avait demandé de remettre photos, vidéos, et je trouve ça étonnant qu'elle ait une vidéo comme ça du bouquet qui avait été prise chez Maria, cette vidéo. Donc voilà, elle dépose le bouquet chez Maria, elle est pressée, mais elle attend de faire une vidéo du bouquet pour revenir sur cette vidéo. Et donc elle lui dit que... donc moi elle me demande voilà de faire un tweet à ce sujet en me disant qu'il faut absolument que j'interpelle Carl Zero parce que sinon on va la tuer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je me demande avec le recul pourquoi j'ai cédé, mais bon. Et elle voulait donc que je mette Zoé Sagan, de lui demander de repartager, parce que vraiment, là, il en allait de sa vie pour une affaire de bouquet. Bon. Quand elle parle de moments intimes non aboutis, j'en ai parlé à Maria, voilà, on parlait du bouquet de fleurs, et dans la conversation, elle me dit, mais c'est une plaisanterie. Elle me dit, à l'époque, pour coucher avec Jean-Michel, elle était obligée de boire, et elle s'était confiée à Maria en disant que pour avoir des rapports intimes avec lui, il fallait qu'elle boive de l'alcool. Et c'est là où je parlais d'effet miroir en tout début de mon récit, on va dire, et que je disais qu'elle faisait l'effet miroir. Parce que quand on est obligé de boire de l'alcool en plus pour coucher avec quelqu'un, alors je préfère même pas dire le mot comme on appelle ça, parce qu'en fait cet homme, Jean-Michel, il faut savoir qu'il lui payait énormément de choses. C'est quelqu'un qui gagne très très bien sa vie. Et c'est quelqu'un qui lui offrait beaucoup de choses. Ça, c'est Maria qui me l'a dit. Il passait son temps à l'emmener dans des hôtels 5 étoiles, restaurants 5 étoiles. Et d'ailleurs, dans l'hôtel, souvent, elle allait avec Maria et elle le dégageait. Elle lui disait, ah non, mais tu reviens demain matin. Par contre, c'était lui qui payait l'hôtel. Bien évidemment, c'était pas elle. Et donc, voilà, quand elle parle d'alcool, ça me fait sourire parce que, bon, je rentrais pas dans les détails sur ma vie privée, mais je ne suis jamais sentie obligée de faire ce genre de choses de mon côté. Et donc, pour revenir sur le Jean-Michel, plus tard, elle l'a aussi accusé d'être un pédo. Et elle a demandé à Maria, à un moment donné, de filmer. C'était chez Martine Bouillon. D'ailleurs, on entend Martine tout à la fin de la vidéo. Et elle demande donc à Maria de filmer. Et on la voit d'ailleurs jeter un petit coup d'œil. Et on va la passer, là, cette vidéo. Elle demande à Maria de filmer. Et on l'entend parler de façon hystérique sur ce pauvre homme qui n'a pas l'air de trop comprendre ce qui lui tombe dessus. Voilà, on va passer la vidéo, ce sera plus simple. Vive ta vie, lâche-nous, va vivre ta vie de pédo. De pédocriminel. Ah ouais, avec un logo de pédocriminel dans son agence, ça s'appelle quoi ça? Je te l'ai expliqué ça. Oui. Ah oui, t'as expliqué quoi? Est-ce que c'était moi qui l'ai créé ce logo? Ah ouais, mais alors tu travailles dans une entreprise avec un logo de pédo, tu sais pas ce que c'est? Le logo pédo, c'était pas censé être un logo pédo. Ah bon, c'était censé être quoi? Mais non, mais après. Non mais faut assumer, hein. Non, mais faut assumer, hein. J'assume. Ne t'inquiète pas, il y a plein de gens sur ton dossier, sur ta personne. Et je répondrai des actes. Voilà. Et les empoisonnements, alors c'est quoi? C'est du hasard? Mais je sais pas d'où ils sortent. Ah, Bouchou, tu sais pas d'où ça sort? Non. Je sais pas où ça sort. Oh là là, c'était le dindon de la farce. C'est ça? On se fout de toi, on te manipule. Ah bah je sais pas. Ah, Bouchou, et là aussi on te manipule. Pourquoi tu changes de voiture pour venir ici en scred? Je change pas, j'ai ma voiture qui est en réparatif, c'est la voiture de location. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et t'avais l'autorisation de venir là aujourd'hui? T'as pas eu un SMS de Martine Bouillon qui te demande de ne plus venir chez elle? Justement, j'ai besoin de récupérer mes affaires. J'ai mon échafaudage. Elle t'a dit quoi? Que tu ne pouvais pas venir seule, ça se passerait par l'intermédiaire de Virginie. Oui ou non? Virginie. Donc de quel droit te permets-tu de rentrer? Comment je peux avoir le numéro de Virginie? Je l'ai pas. Pourquoi tu n'en pas à Martine? Ça s'appelle une infraction, ça. Ça s'appelle une infraction en plus d'un meurtrier. Vous appelez donc, voilà, t'as rien à faire ici. Martine,
Oui, bah écoute. Quand je revois cette vidéo, là, je la trouve complètement lunaire. Complètement lunaire. En fait, elle lui reproche d'avoir un logo pédo à son travail. Alors, on peut l'afficher. Ça, c'était une image qu'elle avait envoyée avec cette vidéo à plusieurs personnes en nous disant que c'était un pédo. Enfin, je comprends pas. Elle demande à Maria de prendre la vidéo, d'allumer sa caméra et après, elle va voir Jean-Michel à la porte en sachant qu'il s'agit de l'ancien lieu de vie de Martine Bouillon et qu'il avait aidé à faire quelques travaux. Donc, il revenait chercher tout simplement ses affaires. Et donc, elle est en train de lui dire qu'il y a un logo pédo. Et ça, c'est l'image qu'elle avait envoyée. Alors, je vois pas trop. Enfin, voilà. C'était elle qui avait fait le logo pédo avec la flèche, qui avait repris en fait tous les signes du FBI et en disant que c'était son lieu de travail. Bon, et comme il lui répond, c'est pas lui qui a fait ce lieu. Et voilà le genre de preuve que Dalila nous envoie pour nous dire que ce type était un pédo. Et le bouquet de fleurs, elle m'avait demandé donc de faire ce tweet et d'interpeller Karl Zero parce que comme je disais, Karl Zero c'était vraiment pour Dalila en fait c'était le Graal d'aller chez Karl Zero. Elle en rêvait depuis le début. Elle m'avait même à un moment donné demandé ses coordonnées. Et moi j'avais eu son numéro par à l'époque Richard Boutry. Et je lui avais dit, mais je comprends pas, t'arrêtes pas de le critiquer, t'es toujours en train de dire que le type, c'est un... Bon, je vais pas reprendre ce qu'elle disait, mais il s'en est pris plein la figure, et que c'était pas quelqu'un, un vrai résistant, que c'était un infiltré, que c'était même un pédo, enfin je reprends ces termes. Et elle disait que... Et là, je lui dis, je comprends pas pourquoi tu veux ses coordonnées. Elle dit, non, mais c'est pas pour moi, c'est pour une amie. Oui. Et bon... Apparemment, de toute façon, elle a réussi à obtenir gain de cause. Et par rapport à Karl Zero, on va pouvoir afficher un message qu'elle avait envoyé à l'époque où justement elle disait bravo Carlito, je me tiens à votre disposition. Voilà, elle disait dépêchez-vous de me contacter car il y a une accélération de tentatives de meurtre depuis 2 mois, merci. Donc ça, c'était à la même date qu'elle avait fait son tweet. Et vu qu'elle avait vu que ça ne prenait pas d'ampleur, bah, c'est là où moi, elle m'a demandé de le faire quelques jours plus tard. Je crois que c'est le 26 mars, si je ne me trompe pas, que je l'ai publié. Mais vraiment à contre-cœur. Pour le coup, je n'avais pas envie de le faire. Mais je l'ai fait, je l'ai fait quand même. Comme je dis, c'était vraiment pour lui faire plaisir. Karl Zero, j'ai relevé quelques moments où elle en a parlé dans des interviews et on va regarder ce qu'elle disait à l'époque où Karl Zero ne s'intéressait pas à elle. Parce que comme je dis, Dalila, quand on s'intéresse à elle et quand on lui donne de la visibilité, elle va vous envoyer plein de mots d'amour. Vous êtes la plus belle personne du monde. Alors à partir du moment où, comme j'ai dit, on commence à la questionner, on commence à remettre en question des choses qu'elle a dites, là vous êtes la pire pourriture. Et c'est quand même flagrant ce qu'elle disait sur Karl Zero avant qu'il s'intéresse à elle. J'ai expliqué que Karl Zero, j'avais sollicité plusieurs fois, il n'a jamais daigné me répondre. Il y en a encore, on a des gens comme ça dans ce combat. Mais honte à vous, les gars, honte à vous, quoi. On est sur nos enfants, là. Vous voulez voir ce que c'est qu'un enfant qui se fait violer, torturer, et vous êtes en train de jouer, nous empêcher, nous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous n'avez pas honte, vous n'avez pas d'âme. Sérieux. Franchement. Et donc, moi, j'étais tellement en détresse, je savais pas comment faire. J'ai fait des mails à mon avocat, aux services sociaux, à nouveau, avec en copie, comment il s'appelle, Hanouna. J'ai mis Karl Zero, j'ai mis mon ex-compagnon, tout le monde, et j'ai mis les vidéos que vous avez reçues. Où mon fils raconte comment il se fait violer à chaque fois qu'il va aux toilettes, comment son père lui enfonce les doigts dans les fesses, et il explique clairement les choses. Et ça, je balance. Je dis, est-ce que c'est lié à ça, le fait que mon fils soit devenu aujourd'hui incontinent, ou est-ce que c'est encore plus grave? Personne ne me répond. Et ensuite, à Karl Zero, je lui ai écrit en privé, je lui ai envoyé tout mon dossier sous e-transfert. Il l'a récupéré apparemment, mais pas de réponse. TPMP, c'est la même chose, je leur ai envoyé tout le dossier, pas de réponse. Tout le monde s'en fout en fait. C'est que du pipeau. Et surtout à Karl Zero, je lui ai quand même dit, vous êtes en train de faire un article
où il était en train de parler comment il s'appelle, Nordal Lelandais. Je lui ai dit, mais si vous voulez des infos, moi je peux vous en donner, on est sur le même réseau. Jamais il m'a répondu quand même. Mais est-ce qu'il a eu les messages que moi je te dis ça, parce que j'avais essayé de le contacter même directement sur son numéro de téléphone que j'avais eu. Et là, depuis récemment, en fait, c'est lui qui est revenu me contacter. Et du coup, là, on échange. Bon, c'est des échanges très espacés puisqu'on met beaucoup de temps à se répondre à chaque fois, mais par mail. Il me dit qu'il n'aurait pas eu connaissance de mes messages avant. Bon, c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que tu es sûr aussi qu'il a vraiment eu l'info? Bah oui, hein, franchement. Tous les lanceurs d'alerte, allô, c'est quand vous voulez, hein, vous faites quelque chose pour nous, pour nos enfants. Je vous rappelle quand même que c'est votre pays, c'est votre avenir. Hein. D'accord, vous êtes number one à vous pavaner sur le Playboy de cette Marlène Schiappa. Vous êtes number one à parler des bouquins de Le Maire et de tout ce qu'il y met. Par contre, pour parler de nos enfants qui se font torturer, les mamans qui se font enfermer, emprisonner, alors là, il n'y a personne. Donc, moi, les lanceurs d'alerte du genre, très peu pour moi. Quoi. Un homme, un vrai, c'est quand vous voulez, les gars. Hein. Et les filles, c'est la même chose. Hein. Si vous aviez vraiment un vrai souhait de changer le pays et le monde, vous seriez là, vous seriez les premiers à notre chevet. Je vous attends. Donc voilà, Dalila, quand on va dans son sens, ou plutôt quand on ne va pas dans son sens, ça donne ça. Et moi, c'est pareil. Avant, il paraît que je faisais un travail extraordinaire, que j'avais un don pour l'écriture. Elle m'incitait même à continuer quand il m'arrivait de ne plus vouloir parce que je lui disais j'ai plus le temps, je suis fatiguée, ça me prend beaucoup de temps toute cette affaire de réseaux sociaux, de faire des recherches. Elle me disait non, il faut surtout pas que tu arrêtes, il faut que tu continues, tu es importante pour les enfants. Et bien sûr, à partir du moment où j'ai commencé à aller dans sa direction et voir qu'elle mentait, et le 27 septembre dernier, j'ai commencé à dire que c'était du mensonge, bien là, j'étais la personne qu'il ne fallait surtout plus relayer, et j'étais moi-même quelqu'un de néfaste, alors qu'avant, elle repartageait pratiquement tous mes tweets. Et bon, là, justement, on peut partager là, le tweet qu'elle a fait depuis que Carl Zero l'a reçu en entretien, et là, c'était parce qu'il avait fait un article sur elle dans son magazine L'Envers des Affaires, et où elle le remercie, merci pour ton combat incommensurable et inégalé, petit cœur. C'est pas du tout ce qu'elle disait avant. Enfin, vraiment, je dis, et encore là, je trouve qu'elle se contenait. En interview ou en privé, c'était pire. Et il y a plusieurs personnes qui pourront l'attester. Mais justement, là, je commence à voir l'heure qui tourne. Je vois qu'il y a encore les témoignages à venir. Et d'ailleurs, il n'y aura pas que Aïcha et Paula. Il y en aura d'autres, mais je me dis que c'est peut-être mieux de faire en plusieurs parties parce que ça fait long, ça fait beaucoup de choses et encore, on n'en est vraiment qu'au début. J'ai encore une fois envie de dire, il y a tellement d'autres choses à montrer. Mais là, il y a quand même une chose que j'aimerais qu'on montre juste avant de couper pour poursuivre avec une deuxième partie que j'enverrai plus tard. C'est un message que j'ai reçu de Maria Machado, que j'ai cité tout à l'heure. Un message que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Et je suis vraiment écœurée parce que c'est une belle personne, Maria. À la différence de Dalila, justement, à l'époque où on a fait l'interview ensemble, et c'était avec Grain de Sable. Et quand on avait fait cette interview, Maria, elle tenait absolument à m'envoyer toutes ses preuves. Et elle me disait, non, mais là, il faut que je t'envoie ça, il faut que je t'envoie ça. Enfin, on voyait qu'elle voulait par tous les moyens prouver ce qu'il en était. Et d'ailleurs, je pense à une personne qui m'a dit que une maman, en fait, qui avait peur qu'on ne la croie pas, elle a été jusqu'à sortir l'image de l'anus dilaté de sa fille suite à des viols qu'elle avait subis. Et c'est là où je vois vraiment la différence entre quelqu'un qui veut absolument montrer et quelqu'un qui hurle partout qu'elle a des preuves, mais on ne voit pas les preuves. C'est quoi? Des dessins, comme encore une fois, je le répète, dont on ne connaît pas la provenance, et on va revenir dessus en deuxième partie, tout comme un audio, pareil, je reviendrai dessus en deuxième partie, mais là, je suis vraiment en colère par rapport à Maria, parce qu'ils se comportent vraiment comme des bourreaux. Ils sont en train de... Ils l'ont envoyée à l'hôpital, hein. Depuis, en fait, elle a dit, va finir par m'envoyer à l'hôpital, elle y a été, entre-temps, entre ce message et aujourd'hui, là où je suis en train de parler. Et beaucoup me disent « Ah, mais Pierre Barnerias, le pauvre, il n'était pas au courant. » Bien, je vais en parler de Pierre Barnerias. Alors déjà, je rappelle que c'est son équipe, en tout cas quelqu'un de son équipe, qui m'a envoyé le rapport Fluvermal.
pour rappel des verres pour justifier une MST à l'âge de 2 ans, alors que la date correspond à l'âge de 4 ans pour sa fille. Mais c'est surtout que là, Maria, aujourd'hui, elle est interdite de tout. Elle n'a plus droit d'aller aux avant-premières. Depuis qu'elle a confirmé en fait ce que j'avais fait le 27 septembre dernier, elle est intervenue sur ce tweet et on peut montrer des messages qu'elle avait mis, elle en avait mis encore d'autres. Et en fait, dans ces messages, elle disait que je disais la vérité. Parce qu'elle a eu affaire à... Moi, j'ai parlé de 10 jours avec Dalila. Elle, ça a été pendant 1 an qu'elle est restée quasiment quotidiennement avec Dalila. Donc, ces mensonges, elle les a vus au quotidien. Et du coup, là mais vraiment, ça... Quand je vois l'équipe de Barnerias, là, en fait, ils lui ont interdit d'aller aux avant-premières tant qu'elle n'effaçait pas, les tweets qu'elle avait fait disant que je disais la vérité. Ensuite, en plus de chantage, elle a subi des pressions. Mais alors, on peut reparler du chantage. Entre-temps, c'est Maria, puisqu'elle traite Dalila de menteuse, on l'oblige à aller voir un psy, parce que forcément, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Dalila ne peut pas mentir. Enfin, ça, c'est ce qu'ils sont en train de contenir. Il faut savoir qu'il y a une autre affaire qu'ils ont étouffée au sein du film. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est lié au film, moi, je n'en parlerai plus jamais. Après cet enregistrement au complet, je n'en reparlerai plus. J'effacerai tous les tweets que j'ai faits. Et je regrette amèrement parce que quand j'entends Pierre dire qu'il prend des risques, mais quel risque il prend en mélangeant des vraies et des fausses survivantes? Quel risque il prend? Je pense que là, j'en prends bien plus que lui. Je prends le risque, moi, de démolir tout ce que je fais depuis des années parce que j'ai toujours fait des recherches, Alors, comme tout le monde, bien sûr, il peut m'arriver de me tromper. Mais là, c'était quand même un sujet énorme. J'ai beaucoup parlé de Dalila. Je pense qu'elle a eu beaucoup de gens des gens qui sont empathiques, des gens qui sont touchés par ce genre d'histoire. Et là, on a quand même affaire à des personnes, des véritables opportunistes. Parce que je veux aussi rappeler une chose, hein, quand on parle d'argent un tel demande pour continuer à diffuser du contenu sur la vérité qui ne sort pas des médias mainstream, moi je peux l'entendre quelque part parce que c'est du boulot et j'en sais quelque chose, c'est un boulot à temps plein. Je vois des personnes même parfois avec qui je ne suis pas d'accord sur le travail qu'ils font, enfin en tout cas je ne pense pas comme eux. Il y a des choses où je me dis non, là on n'est pas d'accord sur ce sujet-là, mais je vois quand même que eux ils font du boulot, faire des vidéos, faire des montages, faire des recherches, c'est long, faire des traductions, je le vois, c'est long. Là, on a affaire à quelqu'un qui a pris des personnes qui ont témoigné, qui ne touchent rien. Mais je rappelle une chose, son film, les gens, vous n'êtes pas allés le voir gratuitement. Alors, je ne critique pas, c'est du boulot, ce qu'il a fait. Même si, au final, je me rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le film, ça reste du boulot. En revanche, être en train de quémander de l'argent à la sortie des cinémas et d'empêcher Maria aujourd'hui de demander aussi de l'aide parce qu'elle, pour le coup, elle a vraiment besoin d'aide financière. C'est une vraie ancienne victime. J'ai le dossier, j'ai vu les preuves, elle m'a tout envoyé, Maria. Donc, mais elle m'a pas tout envoyé, non. Mais elle m'en a envoyé bien assez pour que je vois que son histoire tenait la route. Et d'ailleurs, Pierre Barnerias, tout le monde dit, il a dû faire des recherches. Eh bien, Maria, c'est simple, il a ouvert son dossier, il l'a eu une fois entre les mains, il a ouvert, il a filmé à la page 2 ou 3, voilà, début du dossier, pour montrer qu'elle avait été violée à l'âge de 2 jours. Voilà, on est dans le sensationnalisme, et en fait, on en oublie toutes les autres victimes, les vraies victimes qui vivent des choses moins extraordinaires, parce qu'on en est là, en fait. Les gens, maintenant, s'intéressent plus à autre chose que le satanisme et les histoires qui sont complètement folles. Alors, je continue d'en publier là-dessus, puisque je parle encore de Dutroux, je parle encore d'autres affaires, mais j'aimerais qu'on n'oublie pas que l'ASE fait aussi partie quand même d'un système qui est complètement verrouillé, où les enfants sont de la marchandise, puisqu'il y a énormément d'argent qui circule avec ça. Donc voilà, aujourd'hui, on a un Pierre Barnerias qui parle aussi d'une association à la fin de ses avant-premières, où Maria n'a plus le droit d'aller, et puis on l'oblige à consulter un psy, on lui fait une pression, on a subi du chantage, et moi aussi j'en ai subi. On m'a fait croire, l'équipe de Barnerias m'a fait croire que Maître Carlo Brusa allait bientôt m'attaquer en diffamation si je continuais et si je sortais les choses liées à Dalila. Alors j'ai contacté Maître Brusa, et je tiens encore d'ailleurs, si jamais il m'entend, à m'excuser auprès de lui, parce que j'étais un petit peu agacée et donc agressive dans mon message,
parce que ça m'a mis hors de moi. Je me suis dit, d'accord, qui m'attaque en diffamation. Moi, j'ai toutes les preuves aujourd'hui des mensonges de Dalila. Donc, qui m'attaque en diffamation. Et en fait, il s'avère que Maître Brouza m'a dit qu'il n'était absolument pas l'avocat de Dalila. Donc, on a essayé comme ça de mettre un coup de pression en me disant, attention, tu risques d'être attaqué en diffamation. Je l'attends, la diffamation, aujourd'hui. Parce que je pense surtout que c'est Dalila qui va avoir des comptes à rendre. Parce qu'elle parle de sa cagnotte dans les messages là, qu'elle a publiés sur moi. Une cagnotte où elle n'aurait touché à peine que 2000 €. Pardon. On peut parler des dons qui sont faits. Là, je ne parle pas de cagnotte, je parle des dons de personnes qui sont bonnes et qui croient bien faire en dédommageant des victimes qui n'en sont pas forcément. Et pendant ce temps-là, Maria, elle a été interdite, et ça je reviendrai dessus plus tard, mais elle a été interdite de toucher quoi que ce soit. C'est Dalila qui a fait fermer sa cagnotte de dons et qui a par la suite été dire que soi-disant Maria allait toucher l'argent de ses procès, parce qu'il faut aussi rappeler que Maria, elle a gagné tous ses procès, Maria Machado. Donc là, Maria, aujourd'hui, elle se retrouve vraiment dans la panade financière. Ce film ne lui a apporté que des problèmes. Elle est dans un état pas possible. Moi, quand je reçois un message là, comme celui qui s'est affiché, où elle me dit qu'elle a des idées noires, je suis désolée, je ne peux pas prendre ça à la légère, parce que elle, je sais que c'est une victime. L'autre qui est en train de se pavaner partout sur les plateaux, et on reparlera de son histrionisme, parce que tout le problème, il est là, c'est que Dalila, elle veut de la lumière, et c'est quelqu'un qui veut se faire plaindre. Elle adore ça. Je pense que c'est jouissif pour elle de se faire plaindre, mais par contre, le mal qu'elle fait à ses enfants, et encore une fois, je ne peux pas trahir ce qui s'est passé par rapport à eux, parce qu'ils sont mineurs, et qu'aujourd'hui, mon but, c'est de les protéger, de rétablir la vérité, mais ces enfants, vraiment, je tiens à le dire, c'est pour eux que je suis en train de faire ça, et c'est pour eux que je prends le risque. Et ce qui me fait peur, c'est qu'on ne prenne plus au sérieux la voix des vraies victimes, à cause de ce film et à cause des Dalila Sadok dans le monde. Donc là, Pierre Barnerias, moi je crois surtout qu'il y a une véritable machine afrique qui s'est mise en place avec ce film. Il touche des dons aussi de personnes qui le prennent pour un héros, ce qu'il n'est pas en réalité. Je ne dis pas que c'est un sale type, je ne le connais pas personnellement. Mais j'ai déjà trouvé ça très étrange, le fait qu'ils ne prennent même pas la peine de m'appeler suite à mon tweet du 27 septembre, dont il a eu connaissance, puisque Augustin Desrougier, lui, a quand même, et ça je ne peux pas lui enlever, il est quand même venu me parler, même si c'était pour m'envoyer un papier plus verbal pour justifier d'une MST de 2 ans. Mais on est chez les fous quand même, on est chez les fous. Et il y a beaucoup de choses là dont on va parler dans la deuxième, peut-être, voire même une troisième partie, par rapport au meurtre notamment, soi-disant que Dalila, en tout cas, a failli se faire tuer plusieurs fois. La personne qui aurait été condamnée par Dalila, il faut savoir que je l'ai eu au téléphone il y a quelques semaines. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, petite modification par rapport à 15-0 que j'ai cité plus tôt, qui l'a qualifié de tchétchène dans une interview qu'on m'a envoyée il n'y a pas longtemps. Alors, il n'est pas tchétchène, il est d'origine malgache, il est de Madagascar, ce monsieur. Voilà, je tenais juste à repréciser ça. Et la version de cet homme avec vidéo de la gendarmerie à l'appui, on en parlera plus tard. Voilà, je vais arrêter là-dessus, et je suis vraiment agacée. Là, d'avoir parlé de Maria, ça me... Plus des enfants de Dalila et le mal qu'elle leur fait. Et les gens, en fait, ne se rendent pas compte, mais... En continuant de diffuser des choses liées à ce film, en continuant de donner la parole à des Dalila Sadok, c'est un crachat au visage des vraies victimes, et c'est un crachat au visage des enfants de Dalila, qui aujourd'hui, heureusement, vont bien. Voilà. Et moi, c'était tout ce qui m'importait, c'était de m'assurer que ces enfants allaient bien. On est quand même sur de l'abus de confiance de façon générale, de personnes bonnes qui sont en train, comme je le dis précédemment, de partager. Je sais qu'il y a eu pas mal de dons qui ont été faits, je ne peux pas donner de montant. J'ai eu vent de certains montants, surtout que l'association de Pierre, là que j'ai citée juste brièvement là précédemment, j'ai une vraie question à poser. Et c'est Maria qui me la pose parfois, enfin qui la pose finalement indirectement à Pierre Barnerias. Il va à la fin des avant-premières récolter des dons pour son association pour aider des victimes. Quelles victimes? Quelles victimes, j'aimerais savoir, sont ou ont été aidées via cette association, et par quel biais? Sachant que Maria Albertina Machado, qui est une victime avérée dans le film, n'a plus droit à rien à l'heure actuelle.
Et j'ai parlé du fait qu'elle n'avait plus le droit d'aller aux avant-premières. Elle n'a plus le droit non plus de s'exprimer publiquement. On lui a interdit de faire des interviews. Donc c'est quand même assez hallucinant. On me dit aider des victimes, d'accord. Je suis allée voir sur Internet, alors sauf erreur de ma part, cette association a été créée par Pierre Barnerias en 2021. Il n'y a pas eu de mouvement depuis 2021 dessus. Le film est sorti en 2024, pour rappel. Et là où c'est vraiment sa chance à Dalila, le fait que ça a été aussi long avant que je sorte entre le 27 septembre et aujourd'hui, contrairement à ce qu'elle dit, je ne suis pas au chômage, je travaille et en plus je travaille tard. Donc je dois faire ça le soir quand je rentre, jusqu'à tard la nuit. Il a fallu en plus que je refasse, comme je disais, en tout cas une bonne partie de ces interviews et ça n'a vraiment pas été une partie de plaisir de faire ça. C'est pour ça que quand les gens m'écrivaient sous des tweets autres « Ah, ben quand est-ce que tu sors tes preuves sur Dalila ?» J'ai déjà envie de redire, ces personnes-là auraient pu, de par elles-mêmes, aller faire la même chose que ce que j'ai fait. Certes, il y a des documents auxquels ils ne pouvaient pas avoir accès, je le comprends, mais voir les incohérences de ces interviews, tout comme son tir de balle complètement risible, il y a un moment donné où il faut juste arrêter le déni de l'évidence. Hein. Parce que là, c'est tellement grossier, on est sur un mensonge national. Et encore une fois, abus de confiance, vraiment un abus de confiance par rapport à de bonnes personnes. Et en plus, ça ne regarde que moi, mais j'ai 2 parents actuellement qui sont malades aussi et ça me prend du temps. Voilà. Donc j'ai vraiment autre chose à faire en fait. C'est sûr que ça fait longtemps que ce serait sorti si je n'avais pas eu tout ça à côté. Je vais m'arrêter là. Je remercie encore Aïcha et Paula d'être parmi nous ce soir. Mais je vais m'en arrêter là pour la première partie.